Salut à tous, salut à vous, bande de petits castagneurs. On voulait, avec Adrien, bonjour Adrien, Ouais, salut, je suis là, on ouais. voulait vous remercier, on tenait vraiment à vous remercier. Castagne FM partait un petit peu à la base comme une blague, et voilà, une petite vanne entre copains, hein, Adrien. Ouais, ouais. Et puis on s'est rendu compte que ça marchait très très bien, et puis on est aujourd'hui à quasiment plus de 1000 heures d'écoute. Voilà, c'est vous qui nous écoutez, vous nous suivez, et puis bah ça fait super plaisir. Voilà, on voulait vraiment vous remercier. Si vous avez des suggestions, comment améliorer l'émission, si vous avez des invités, si vous-même vous voulez être invité, faites-nous signe, on sera vraiment super contents. C'est une très très bonne idée, t'as raison. Si vous avez envie de venir, si vous avez envie de nous rencontrer, que vous avez peut-être des choses à dire sur le jiu-jitsu brésilien, sur vous, sur le sport. Sur les sports de bagarre en général, bientôt, Exactement. d'ailleurs, on va avoir des invités qui sont un peu en dehors du jiu-jitsu. Et on lance l'épisode tout de suite. Merci à tous. Et bonjour à tous, bienvenue sur Castagne FM. Salut à tous les bagarreurs. Salut Jérémy. Salut, salut Adrien. Aujourd'hui, on est avec Samuel Petit et Mehdi Hotman qui sont venus dans le studio Castagne FM pour passer une petite heure et demie avec nous. Salut les gars. Salut les gars. Salut. Est-ce que vous avez la forme ? Ouais, toujours en forme. Franchement, ça va. Ouais, bonne forme. On va vous présenter très rapidement. Samuel Petit a une double casquette puisqu'il est à la fois ceinture noire de jiu-jitsu brésilien et de lutte à livrer. Et tu es aussi le big boss d'une salle qu'on appelle le District à Montreuil. Est-ce que c'est bien ça ? Attends, le big boss, on va pas dire big boss non plus, on va parler de Jenny quand même. Tu n'es pas, tu es pas tout seul, c'est un des deux boss. Un des deux boss du district. Exactement. Alors bon, c'est vrai que moi j'arrive du jiu-jitsu brésilien. J'ai développé mon style après grâce à la lutte à livrer. Et j'ai eu la chance de monter le district il y a à peu près 3 ans. Une salle de sport à Montreuil où on propose pas mal d'activités autour des sports de bagarre justement, de la boxe, du jiu-jitsu, MMA, lutte à livrer et aussi de la prépa physique et le yoga. Donc un truc un peu transversal. Magnifique. Et avec ça, on a Mehdi Hotman. Mehdi qui est ceinture... Attends, t'es ceinture marron, je crois, de lutte à livrer. Ceinture marron, ouais. Ce qui est une grosse blague quand même. Non, Non. je respecte le choix de mon maître. Ok, d'accord. Et tu es enseignant, toi, au KFBC à Clichy. À Clichy, exactement. Donc, salle à peu près dans le même délire que celle de Sam. On y fait de la boxe, sous toutes ses formes, du kick, de la taille, de l'anglaise. Et moi, je suis là pour la section lutte à livrer. Toi, t'as jamais touché à autre chose que lutte à livrer Si, je me suis amusé un petit peu quand j'ai débuté. À la base, j'ai débuté par la lutte contact, moi. J'ai pas fait de la lutte, c'est-à-dire que je voulais faire du sol, mais qu'à côté de chez moi, il y avait qu'un club de lutte contact. De lutte contact De lutte contact, ouais. C'est un truc où t'as un kimono sans manche à la Ken Ryu et t'as le droit aux frappes, quoi. Debout, c'est de la boxe. T'as des photos de toi comme ça ? Non, ça fait plus de 10 ans, hein. Et puis j'avais fait qu'un an, donc j'étais pas non plus, pas de photos, rien, quoi. Allez, une petite photo. Allez. Sam qui le chauffe direct. T'as bien une photo. T'as bien que t'en as vu Jamais. Non, mais non, certainement C'est pas. son petit secret à lui. T'avais un petit kimono. Attends. Kimono sans La vraie manches. question, vous vous déchirez les manches Non, vous-même non, t'avais un kimono quoi, sans manche, tu l'achetais comme ça et puis voilà, t'étais beau gosse avec. C'est vrai que t'es beau gosse. Avec les mitaines et tout, ça faisait vraiment Street Fighter quoi. T'avais un kimono rouge, blanc. Non, il est blanc en fait, t'as des contours de manches et le col genre rouge et le bas de kim, il est horrible, il est marron. C'est vrai que le bad kim de la lutte contact. Quand j'ai commencé moi avec Biton. Attends, non. On s'y retrouve, j'étais pas le seul. Pas ça. Quand j'ai commencé avec Patrick Biton, il y avait un cours de lutte contact en même temps que nous on faisait le jiu-jitsu. Ah t'as vu, brésilien. il est comme ça. Sam c'est plus genre non mais attends, moi je connais quelqu'un qui fait de la lutte contact. Mais c'était loin. Mais ceci dit, au niveau du sport, c'était quand même pas mal. C'était assez impressionnant. J'ai l'impression que ça se tabasse un peu. Après, j'ai l'impression que. Mais par contre, la tenue, c'est vrai que. En fait, on va dire que c'est une forme de MMA un petit peu différente, quoi. Clairement, déjà, c'est un Proche truc du amateur. sambo un peu, c'est ça ? Ouais, encore non, parce que les clés de genoux et certaines clés de cheville sont interdites. T'as les guillotines aussi, je crois, qui sont interdites. Et voilà, après, bon, c'est un truc qui reste amateur. Moi, je voulais faire du sol à la base. C'était à 300 mètres de chez moi.
J'allais d'ailleurs principalement aux entraînements libres pour pouvoir faire que du sol, quoi, parce que c'était pas mon kiff de boxer. Après, donc j'ai Pourquoi boxé tu un rigoles, petit peu Sam aussi. Pourquoi tu- Mais s'il n'y avait pas les clés de talon ou les clés de cheville ni les guillotines, putain, t'as dû te Bah, découvrir. non, c'est juste du contact. Ouais. C'est juste du contact. Mehdi est un homme de contact. On le sait. Voilà, on apprenait la bagarre avec la moitié des techniques en moins. On Ouais. apprenait déjà la débrouille. Et t'avais quel âge là à ce moment-là? Bon, je devais avoir 18 ans peut-être. Et là, t'as quel âge aujourd'hui? J'ai 31 ans. Ah, donc ça fait quelques temps que tu fais ça quand même. Ouais, quand même. Je te fais pas le calcul là. Parce que ça... Mais j'ai fait qu'un an de lutte contact. Hein. Ensuite, Ouais, voilà, c'est pour ça. Et après, t'es passé directement à la lutte libre. Ensuite, voilà, au bout d'un an, faut dire que c'était un club loisir où les gens allaient après le boulot pour se détendre. Moi, enfin, je voulais être fort au sol, donc au bout d'un an, voilà, j'ai changé directement de structure. T'as eu l'amour pour le sol tout de suite? C'est venu comme ça? Enfin, quel a été parce que tu nous dis ouais, je voulais faire du sol. Ouais, comment? Bah, à la base, c'est à cause de mon pote Maher, que ça me connaît en plus. Ouais, on était petits. Et le mec, c'est un ami à moi d'enfance. Il me dit on fait des combats et tout. Genre, toi, t'as le droit de me frapper, tout ça. Moi, sans te frapper, je te défonce. Donc, moi, je faisais quand même un peu de sport. Un joli conte pour enfants. Une belle histoire d'amitié, quelque chose qui s'annonce vraiment sur de bases saines, quoi. Ils avaient 12 ans. Vas-y, toi, moi sans les mains et essaye de me défoncer. Non, mais ça a commencé comme ça, quoi. Donc, il me défonçait, clairement. Il me faisait taper dans tous les sens. Donc, je lui ai dit, écoute, je vais m'inscrire dans un club et dans 3 mois, je serai meilleur que toi. Donc, 3 mois plus tard, j'étais meilleur que lui, mais je voulais être plus fort que le meilleur du club. Et ensuite, et ainsi de suite. Et voilà, je me suis retrouvé chez Flavio directement. Flavio. Flavio Peroba, Santiago, donc qui est mon entraîneur. Je le voyais toujours dans les magazines, en fait, dans Fight Sport, tout ça. Et je voyais bien que c'était son équipe qui faisait beaucoup de résultats en compétition. Ah voilà, donc il y a un truc où quelque part tout de suite pour toi ça a été si je le fais c'est pour faire des résultats, c'est pour faire de la compétition, c'est pour Ouais, c'est quand pour même. pousser le truc. Quand même. Et donc, voilà, tout le temps, je faisais ma petite lutte contact. Et puis, je voyais Flavio dans les magazines, dans les vidéos. Et je me suis dit, un jour, je prendrai mon sac et j'irai. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Et puis, il m'a super bien accueilli. Il m'a même pris sous son aile et tout. J'ai eu un super accueil. Et donc, voilà, je suis resté après avec lui pour ce qui est de la lutte à livrer. Puis, j'ai jamais changé de club. C'était il y a longtemps finalement quand même ça. C'était il y a environ 10 ans, hein, une dizaine d'années. Ensuite, non, j'ai changé, je fais d'autres trucs, hein, je fais de la lutte, tout ça, mais je suis toujours resté chez Flavio. C'est le même principe toi un peu Sam ou toi tu t'avais démarré en te disant de toute façon parce que vous êtes tous les deux aujourd'hui coach aussi, c'est-à-dire coach physique où Ouais. tu avais démarré en te disant de toute façon moi je serais sportif, il fallait que tu trouves ton sport parce que là quelque part c'est un peu par hasard en fait, c'est un peu sur de la déconnade, c'est un peu Et franchement, ça ressemble un petit peu quelque part parce que moi, à la base, le sport, j'en ai toujours fait. J'ai vraiment commencé très tôt. J'ai fait presque 10 ans de natation, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du volley, j'ai fait du karaté, de la boxe française, de la boxe anglaise. Et, Ah ouais, tout ça en même temps. Mais est-ce qu'on en parle qu'il ait fait du volet ou pas? Non, moi j'avais demandé Ah, est-ce que t'as les photos de toi avec une tenue de boxe française? Non, Attends, la vraie question aussi quand même, c'est parce que bon après il y en a peut-être qui ont jamais vu Sam, mais juste là on est tous les quatre, Sam a fait du volley. Voilà, je veux juste, on pourrait dire aussi Sam a fait C'est du quoi basket, tu vois par exemple. je suis tout petit, mais j'avais une super détente. Et franchement, au volley, je me démerdais bien. Autant tous les sports de balle, je suis vraiment nul à chier. Mais alors, le volley, c'était mon kiff. Et bon, après. attends. Genre, Il y a et Mehdi- grâce à ma Mehdi qui détente, me borde de j'arrivais rire. quand même à faire 2-3 trucs, tu vois. Et donc, Vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire sur la taille de Sam? Vas-y, je t'écoute. Non, j'allais dire pendant que je lisais Fight Sport, regardez Jeanne et Serge, quoi. Ah, l'enfoiré. Là, je me chicotais quand même. Non, le parcours. Ouais, mais quand tu rentrais, tu regardais Jeanne. Ah, j'en ai fait pas longtemps. Mais franchement, je trouve que je prenais du plaisir dans ce truc-là. Et mine de rien, au final, tu vois, tu développes, on va dire, une certaine motricité, un truc un peu différent. Et peut-être que c'est des trucs qui vont te servir toute ta vie. Je sais que la détente, par exemple, c'est vrai qu'on fait pas des sauts dans tous les sens, mais quand même, ça peut nous aider, tu vois, dans notre sport. Donc, bon, voilà, j'ai fait du volley, c'est une partie de ma vie, je le regrette pas, mais c'était quand même bien. Après ça, quand même, je me suis mis au jiu-jitsu traditionnel. J'en ai fait 5 ans, je crois. Et, Du jujitsu traditionnel, c'est-à-dire avec les frappes, avec la paume ouverte, on se ouais, fait tomber voilà, doucement. Ah, les t'as genres fait ça, toi? d'athémie, des trucs comme ça.
Ouais, et il y avait pas mal de combats au sol, donc surtout à la fin de l'entraînement. Et moi, je kiffais bien le jiu-jitsu, mais ça me paraissait un petit peu pas faux, si tu veux, mais j'aurais bien aimé pouvoir mettre en application sur des compétitions. En fait, j'ai un pote qui me dit, j'habitais dans le Val d'Oise à l'époque, et j'ai un pote qui me dit, ouais, j'ai découvert un club de jiu-jitsu où ils font que du sol. Jiu-jitsu que du sol, c'est quoi? C'est un demi-jiu-jitsu? Pourquoi ils se Ah bah rendent ouais, pas parce que là, c'était pas médiatisé comme ça l'est aujourd'hui. C'est-à-dire que pour toi, tu faisais quelque chose de précis qui s'appelait donc le jiu-jitsu C'est ça, pour toi ouais. aussi, et on te dit c'est que ouais, d'accord, Ouais. effectivement, je Et comprends. il me dit c'est du jiu-jitsu brésilien. Je fais mais je connais. Enfin, j'avais entendu parler grâce aux premiers UFC en fait où tu voyais Royce Gracie qui chicotait tout le monde avec son kimono machin et tout. Et ça c'était dans les années peut-être 99 ou 2000, tu vois. Donc ça fait presque 20 piges au final. Hein. Et comment et donc il me dit bah viens tester et tout. Il y allait 3-4 fois. J'y suis allé. Et je me rappelle la première fois où je me pointe là-bas, il n'y avait pas cours, en fait. Et il y avait juste Karim Saki qui était là. Et il venait de commencer aussi, genre il y avait quelques mois, ou peut-être eu un an, ou j'en sais rien. Et il me dit, bon, bah il n'y a pas cours, mais bah, si tu veux, on peut s'entraîner. Je fais, bah ouais, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis on commence à se chiffonner. Et là, il me tord dans tous les sens, machin. Je me dis, ah ouais, mais c'est pas du tout la même chose que moi, Que ce le que je volley. fais. Ouais, ouais, Mais t'avais une bonne détente ou pas? ouais, heureusement que j'avais ma détente. Je me rappelle, j'avais réussi à lui faire un truc ce jour-là, mais franchement, il m'avait chicoté. Mais et donc du coup, je me suis dit, ok, je pense que c'est, enfin, si tu veux, ça fait un déclic. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, on va dire, je vais me mettre dans ce sport-là et je vais essayer de voir parce que ça me paraissait interminable en fait, tu vois, toute la technicité au sol, tout ça. Et du coup, ça m'a vraiment branché. Et Je hop, sais pas je si me c'est suis pareil pour vous, parce que quand j'entends ça, moi, après Adri, toi, je sais pas trop comment c'était, mais la découverte du jiu-jitsu brésilien, ça a été. Je suis passé par le judo, j'ai même essayé le Krav Maga, la boxe thaïlandaise pendant longtemps, et il y a une espèce de recherche d'efficacité. Alors je sais que ça plaît rarement aux autres sports de combat quand on explique ça, mais vous aussi, finalement, vous en avez fait d'autres avant, et il y avait vraiment cette recherche d'efficacité. Et le jour où j'ai essayé, évidemment, je me suis fait retourner dans tous les sens, je me suis dit, il y a un truc là, en fait, qu'on peut pas avoir dans les autres sports de combat. Ouais, moi c'est vraiment ça aussi qui m'a, on va dire, qui m'a convaincu. J'ai vraiment vu que moi ce que je faisais, j'avais pas vraiment suffisamment de bagage technique pour rivaliser avec un mec qui s'y connaissait un tout petit peu plus que moi. Et du coup, je me suis dit waouh. Alors que tu faisais quelque part du jiu-jitsu traditionnel qui normalement a quand même de l'appréhension au sol, il y a des choses comme ouais, ça. c'est ça. En plus, j'étais pas mauvais sur le jiu-jitsu traditionnel, mais là, j'ai senti que c'était vraiment une autre planète, quoi. Et je me suis dit ah ouais, c'est quand même l'efficacité, elle est là. Et depuis, j'ai commencé, j'ai jamais arrêté en fin de compte. C'est marrant, c'est toujours la même histoire. Toujours. C'est-à-dire, Ouais. je faisais un autre sport, j'ai découvert ça, je me suis fait tordre en 12 et je me suis dit, allez, maintenant je vais faire ça. Tous Ouais, les c'est- invités assis à ce siège ont dit la même chose. C'est pas Ah ouais. toujours du volet, hein. À chaque fois, là t'es le seul, alors t'es le premier que ce soit. Ah merde. Ou les autres ont pas assumé, tu vois. Ouais, non, il faisait des trucs beaucoup plus Ouais. virils en fait, c'est ça que je veux bien dire. curling ou un truc comme ça, c'est sûr. C'était pareil pour toi, Mehdi, la recherche d'efficacité, c'est ce que t'expliquais en fait. C'est un peu Ouais, ça. c'était la même chose parce que je me suis vite ennuyé dans mon petit club de secteur, quoi. C'était à côté de chez moi, comme je dis, c'était un truc vraiment loisir. Et quand j'ai été pour la première fois m'entraîner chez Flavio, bah très clairement, quoi, comme ça m'a dit, hein, les mecs qui avaient un tout petit peu plus d'expérience que toi, c'était impossible de rivaliser avec. Pourtant, les mecs étaient même pas forcément très, très forts ou très expérimentés. C'était des gars qui étaient là depuis pas longtemps, mais tout ce qu'ils avaient appris en fait était très utile. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas appris vulgairement de techniques de merde, quoi. Et tout ce qu'ils apprenaient, c'était des techniques utiles, c'était des passages de garde, c'était des renversements. Il n'y avait rien acheté à la poubelle, quoi. Alors que je pense que tu débutes dans certains clubs de quartier, des petits trucs, bah, tu vas apprendre quand même plein de petites chinoiseries, quoi. Et- Ouais, Non, vas-y, je t'en prie. Et en fait, moi, ça a été un petit peu pareil. Et si tu veux, t'avais pas mal de formes de corps ou de choses qui étaient vraiment nouvelles pour moi. Et donc, déjà, développer une motricité par Ah, terre. ouais, ça c'est le grand truc pour tout le monde. ça, ce Ouais, truc-là. spécifique, tu vois. Et il y avait des trucs, pour moi, c'était ça. Enfin, bon, c'était pas intuitif. Et je me suis dit, ah ouais, mais là, on apprend vraiment déjà rien que tout seul à faire des choses et à bouger son corps.
dans l'espace, machin, des langoustes, des trucs. Et pourtant, moi, ça faisait longtemps que je faisais un peu de sol, mais il n'y avait pas tout cet aspect technique. Et en fait, dans la construction de l'entraînement, aussi bien sur l'intensité et sur la technicité, tout de suite, ça a été vachement parlant. Et je sentais qu'il y avait une grosse notion d'effort. Et pareil, il n'y avait pas énormément de clubs, moi, en France, quand j'ai commencé. Et c'était vraiment charbon pour le coup. Tu ressortais de l'entraînement, t'étais transpirant. C'était un peu en mode à la brésilienne, quoi. Vraiment. Ça veut dire quoi quand tu dis c'était vraiment charbon? Il y avait pas beaucoup de clubs et tout. Par rapport à aujourd'hui, c'est ça que je veux dire. Non, J'ai compris l'idée générale, hein, mais par rapport à aujourd'hui, parce qu'il y a, je vois pas, quand on a tourné ensemble l'autre jour, quand je suis ressorti, j'en menais pas large. Hein, je veux dire, j'avais bien transpiré, on y a été. Quelle a été la différence? Physiquement, si tu veux, t'avais vraiment un gros engagement. Donc que ce soit à l'échauffement ou pendant le combat, t'étais tout le temps presque à fond, à fond de cale. Et en fait, moi, ça m'a vraiment plu et j'ai senti que cette notion d'effort, c'est quelque chose qui m'a aidé, on va dire, à construire le futur et à rester à peu près sur le même, au diapason par rapport à ça. Et du coup, ça a été super intéressant de ressentir tous ces trucs-là, en fin de compte. C'est où que tu commençais, toi? C'était à Habitant Academy, c'est ça que tu disais? Ouais, c'était à Saint-Ouen-l'Aumône à l'époque. D'accord. Ouais. C'est là où tu as commencé. Et Flavio, pour toi, Mehdi, il est à Monaco aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, il est à Monaco. Et c'était où à l'époque? À l'époque, c'était à Neuilly. Ok, d'accord. Pour moi. Ensuite, on a été à Nanterre et après, il est parti à Monaco. Il a la belle vie, quoi. Il nous a abandonnés. Et il a compris où il fallait aller. Ouais, pareil, nous aussi, on a pas mal déménagé. On a été à Saint-Ouen, après, on est allé à Pontoise. Ah, mais t'es un produit de l'Habitant Academy? Ouais, moi j'ai commencé avec Cédric et Marc. On a commencé quasiment en même temps. Cédric et Marc à Kapovic. Après, il y a qui? Il y a Nélis qui est arrivé quelques temps après. Il y a eu. En fait, il y avait les frères Olivier qui étaient là déjà depuis. Ils étaient ceinture blanc-bleu, je crois, à l'époque. Quand j'ai commencé. Donc, on avait une équipe de ouf. En fait, l'usine à champion, tu sais. Je suis en train de me dire, parce que c'est que des noms qu'on connaît. T'as commencé avec tous ces gens-là, ouais. qui ont tous été champions de quelque chose à un moment donné. Et tous ces gens sont issus de l'Habitant Academy. Ouais. T'avais Xavier Boucault, les frères Akapovic, les frères Olivier, les Nélis Tonko. Et t'as des mecs comme Stéphane Jacquet ou quoi, qui n'ont jamais vraiment fait de compétition, mais par contre à l'entraînement c'est des tueurs à gages, quoi. Il y avait non, franchement on avait vraiment justement, je pense que cette notion d'effort et d'entraînement assez dur et tout, ça a permis de garder cet engagement en fait et qui nous a fait performer un peu en compète, quoi. C'était pas loisir, quoi, là-bas c'était bagarre. Ouais, non, c'était pas loisir, c'était pas très rigolo, tu vois, même au niveau de l'ambiance, on s'entendait bien, tu vois, mais fallait pas trop la ramener. Voilà, tu venais pendant 1h30, tu la fermais et puis tu t'en chiais, quoi. Ambiance dojo japonais, quoi, t'avais rien à dire ouais. Et où c'était sérieux. Ouais, un peu, ouais, franchement. Et ça t'aimait vraiment? Parce que moi je te vois là, t'es à la cool, enfin quand on passe chez toi à Montreuil à District, c'est cool. J'ai du mal à t'imaginer là-dedans, en fait. Franchement, tu vois, mine de rien, je pense que si tu veux faire quelque chose, il y a un moment donné où tu es obligé de te mettre la pression et cadrer les choses. Donc peut-être que, évidemment, c'était peut-être un peu dur, des fois, mais c'était pas non plus le bagne, hein. Tu te faisais pas taper dessus, ou voilà, mais par contre... Mais tu venais pas pour passer du bon temps, c'est ça que tu dis, tu venais pour apprendre. C'est ça, ouais, exactement. Je venais pour apprendre, pour m'en... Tu fais oui, Mehdi, parce que pour toi c'était exactement pareil. Ouais, parce que les premiers entraînements, clairement, même je dirais la première année, je sais pas pour toi aussi, mais clairement, j'ai pas pris de bon temps du tout, quoi. C'était, je venais, clairement, je savais que j'allais me faire défoncer par tout le monde, et c'est tout, quoi. Alors Pareil. c'est fou, mais parce que c'est trop marrant de vous écouter comme ça, parce qu'on en parlait avec Adrien avant que vous arriviez. On disait du mal sur eux, non? On disait pas, ils sont en retard, ils font chier. Alors on disait pas du mal, mais on disait pas que du bien. Mais il y a un truc comme ça où quand on va, maintenant on a été plusieurs fois vous voir là où vous vous entraînez, là où vous tournez, là où vous donnez des cours. On est venu quand même plusieurs fois. On n'a pas l'impression que c'est comme ça que vous avez appris ce sport, on va dire, que vous avez appris à apprendre en tout cas. Non, mais après, les temps ont évolué, c'est bon, je pense que les manières d'entraînement évoluent, changent avec le temps. Bon, il y en a qui vont être sévères. Moi, voilà, l'entraînement, je suis plutôt relax, je suis comme dans la vie, quoi. Mais voilà, le sparring, c'est le sparring. Et en lutte, Sam pourra le dire. Je dis pas quand tu sais pas le cas, mais c'est vraiment la guerre.
Et du coup, voilà, clairement, c'est pour ça que je dis la première année, c'était vraiment horrible. Mais comme samedi, pour débuter, on est obligé de se mettre une grosse pression. Et on a tous les deux commencé dans un gros club avec énormément de compétiteurs. Et donc t'arrives, t'es débutant, mais tu dois t'adapter à l'ambiance compétiteur. C'est pas tout le club qui vont s'adapter à nous. On est nouveau, on arrive. Non, bah non, c'est à nous de nous adapter à cette ambiance-là. Si on n'aime pas, eh ben on s'en va. Il y a plein de gens qui sont venus faire un cours et qui sont partis pendant le premier cours en disant mais je remettrai plus jamais les pieds ici. C'est des malades. Non, mais exactement, moi c'est pareil, hein. Franchement, déjà pendant un an, enfin facile, même plus qu'un an, le prof il calculait même pas. C'est-à-dire que tu venais, tu faisais ton truc, t'en prenais plein la gueule, tu te barrais. Ah non, c'est pas vrai. Mehdi, il a dit, il a été un peu chouchouté. Il a dit qu'il avait été pris, il avait été sous l'aile de Ouais, Flavio. non, il m'a bien accueilli, c'est vrai, mais On sent, tu vois, en fait, quelque part, je vois un petit peu nos deux enfants. On sent qu'il y en a eu une enfance très très compliquée. Là, Sam, il a fini dans des placards et tout. Enfin, on sent que ça a été dur. Il a eu une enfance dorée, Mehdi. non, Mehdi, non, j'ai bien été Mehdi avait accueilli plein au d'amour. club, mais j'ai bien été accueilli au sens relationnel, quoi. Après, en termes d'entraînement, bon bah, il y a pas de cadeau, quoi. Clairement, tu mets un pied hors du tatami sans ta tongue, tu te prends un coup de pression. Ton père t'en a jamais mis un comme ça. Surtout pour le coup, Flavio, il rigole pas vraiment avec ça. Hein. Plusieurs fois, quand j'en ai un peu discuté avec lui, forcément, on parlait un petit peu de ça et de machin. C'était En un petit fait, peu. c'est que, ouais, lui, voilà, il aime pas trop Il ça. a Hein. l'esprit traditionnel. Voilà, il a mais, un côté hyper respect. En fait. Après, je pense qu'il a une image aussi un petit peu qui correspond pas à ce qu'on balance en France. Hein. Moi, des fois, il y a des mecs qui m'ont dit c'est vrai, quand t'arrives en retard, tu prends des coups de ceinture ou tu fais ci. Bah non, c'est pas vrai, t'arrives en retard, t'attends qu'ils te disent de monter sur le tapis et puis tu fais ton entraînement comme tout le monde, quoi. Bah là, tu dis ça en rigolant, mais je pense que Sam. Parce que là, depuis tout à l'heure, il est là, tu sais, il devient rouge, il a les yeux qui. Des Non, gouttes de transpiration. C'était pas le bagne non plus. Mais franchement, après, bon, peut-être c'est la personnalité. Moi, Patrick, c'est quelqu'un avec qui je me suis toujours entendu. Je l'ai suivi pendant plus de 10 ans. Mais c'est vrai qu'au début, il te calculait pas. T'arrivais, tu faisais ton truc, genre il te disait bonjour, il te disait au revoir, il montrait les techniques, il faisait son cours. Et tu t'étais là en train de parler pendant il expliquait. Bon, pareil, il te défonçait la gueule direct. Mais bon, si tu veux, après tu l'acceptais. Tu vois, c'était lui le patron du truc. Et puis moi, ce que ça m'apportait, si tu veux, je trouvais que c'était presque justifié. Parce qu'au final, quand je vois en fait les produits qui sont sortis de là et ce que ça a donné, on n'est pas sorti traumatisé, tu vois, c'est que des mecs à la cool qui sortent de là. Mais par exemple, c'est des trucs, des notions que j'ai conservées moi dans mon entraînement. Peut-être je suis cool et tout, genre à la salle, machin. Mais c'est vrai que quand je donne le cours et que tu en prépares des compètes ou quoi, je rigole pas. Même des fois, je peux être un petit peu pas méchant, mais voilà, je vais être assez sec et si tu veux, on n'est pas là pour. Enfin, pareil, il y a tous les niveaux. Il y a des gens qui font ça en loisir, il y a des gens qui font ça on va dire qui veulent faire de la compète. Mais quoi qu'il en soit, j'essaye de mettre une certaine rigueur dans l'entraînement et surtout dans le tout ce qui est la merde là, comment ça s'appelle, pas la pédagogie, mais La façon d'enseigner. ouais, tout ça. voilà, le La sérieux, pédagogie, tout ça. Je fais, voilà, j'essaye de rester assez sérieux dans le truc, quoi. Peut-être qu'à l'époque aussi, il n'y avait pas beaucoup de concurrence. C'est peut-être ça aussi. Aujourd'hui, quand un club, le mec t'envoie chier, t'y retournes pas, tu vas ailleurs où t'es bien reçu. Et basta, quoi. À l'époque, ils étaient 3. En gros, c'était la même ambiance partout. donc, Non, de tu toute sais quoi, je façon, pense que même avec de la concurrence, tu mets les pieds, comme il a dit, hein, tu t'en ressors pas traumatisé, tu mets les pieds dans une école, c'est des compétiteurs, l'entraîneur rigole pas, mais tu comprends vite que c'est justifié. Et puis voilà, je pense que si tu recherches un club pour évoluer en fonction du relationnel que tu as avec ton entraîneur ou tes partenaires, c'est pas comme ça que tu vas évoluer. C'est important quand même. Ouais, c'est important, bien Le sûr. soutien, le côté pouce au cul, ce qu'on appelle, c'est important quand même. C'est important, ouais, Là, bien d'après ce que sûr. dit ça, après, là, on en rigole et c'est un peu, il y a sûrement un côté un peu extrapolé, mais moi, de ce que j'entends, c'est que quelque part, t'as envie de faire de la compète, super. J'ai envie de te dire, vas-y, mon loulou, tu vois, t'occupes pas de moi, vas-y, fonce, va faire ta compète. Je sais même pas s'il venait vous voir, vous vous débrouillez tout seul, tu vois. C'est quand même. Enfin, c'est compliqué quand même d'évoluer vraiment et de performer vraiment quand tu te dis, bah, quelque part, la personne qui devrait s'intéresser à mes résultats s'en fout complètement, quoi. Par rapport à ça, ouais, t'as pas vraiment tort. Franchement, si j'ai vraiment allez, un petit reproche à faire à mon ancien prof, c'est par rapport si tu veux, au soutien par rapport à tout ça. Nous, on était vraiment, on avait tous envie d'aller en compète.
on y allait, mais la plupart du temps, on s'organisait tout seul et puis C'est on ça. se coachait entre nous. C'est Et- compliqué, Mehdi, quand même, ça, un peu, non? Ouais, c'est vrai. Mais après, bon, c'est ça. Si tu vas dans un club compétiteur, il y a un moment, il faut privilégier ou l'ambiance ou tes ambitions. Si tu veux évoluer et que tu sais que les meilleurs sont dans une école où ça rigole pas, où on va faire attention à toi au bout d'un an, eh ben c'est pas grave, tu prends sur toi, t'y vas, tu fais la bagarre, tu fais tes preuves, et puis ensuite, eh ben, t'intégreras l'équipe et le relationnel, forcément, il s'élargira, tu connaîtras plus de monde, on sera plus cool avec toi parce que tu seras un peu plus fort, hein, c'est triste à dire, mais souvent c'est comme ça. Et voilà. Après, je comprends aussi celui qui va se dire, bon bah j'aime pas, lui c'est un con, bah je vais dans un autre club, ouais, mais après. Tu sais pas ce que tu retrouves dans l'autre club, quoi. Très clairement, maintenant, oui. Ouais, ce que tu aujourd'hui, dis, c'est il y a qu'un beaucoup de clubs. compétiteur, en fait, ne peut pas penser comme ça. Ne peut pas se dire, il y a un con, le prof est un con. Si c'est le meilleur club, si Voilà. pour toi c'est l'usine Moi, à demain, champion, tu il me n'y en a pas dis, 15 000. Hein. C'est que c'est là qu'il faut aller, stop. Voilà, C'est ça, voilà. Demain, tu me dis, il y a un super club sur Paris, il y a que des compétiteurs et tout, mais ça parle pas, l'ambiance elle est pourrie. Mais par contre, vous allez apprendre des trucs de dingue et vous allez vous faire la guerre. Bah, c'est là que je vais aller, forcément. Ouais, pareil. Moi, enfin, là, t'as vraiment bien synthétisé la chose. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas énormément de concurrence, mais moi, je suis allé. L'ambiance n'était pas terrible au début, surtout quand, enfin, l'intégration, elle n'est pas facile, et t'es obligé vraiment de faire tes preuves. Mais moi, ça m'a été, tu vois. Et pareil, Patrick, c'était un mec, enfin, c'est encore un mec super fort, tu vois, qui nous a vraiment rentré dedans. Chaque randori, c'était la guerre, hein, jamais. Moi, des fois, je leur laisse des petites ouvertures à mes élèves, machin. Et ils te laissaient rien, genre. Franchement, pour le coup, Jamais. ah non, là, jamais. Franchement, je sais même pas si j'ai réussi déjà à le faire taper, tu vois, genre dans toutes les. Tu devrais t'en rappeler quand même si tu l'avais fait. Moi, je crois que je m'en rappelle une fois, mais bon, j'ai pas trop envie de balancer. Mais non, super fort comme type. Il est fort, il est fort. Ouais, super, super fort. Et du coup, moi, je me disais, bon, si tu veux, l'ambiance, elle a commencé à se décontracter au bout d'un an, exactement comme Mehdi a dit. Quand il a vu que, bon, bah voilà, j'étais impliqué, je venais m'entraîner tout le temps. Et puis mine de rien, je ramenais aussi mes potes. J'ai 2-3 potes, Franck, Fabio, qui sont encore dans le game. Et Franck qui s'entraîne encore avec moi. Et du coup, voilà, on savait que bon, l'intégration était difficile, mais une fois qu'on était intégré, Patrick, c'était pas un tyran non plus, mais voilà, il ouvrait pas facilement les portes. Et bon, bah, faut s'accrocher. Et en tout cas, moi, je sais que ça m'a permis d'évoluer dans ce sport, quoi. Et puis, bah, au final, de faire tourner ma vie autour de ça. Donc ça, c'est top. C'est ça que j'allais vous demander en fait. Vous aviez prévu, c'était le plan de vivre du sport parce que c'est le cas pour vous deux en fait. C'était le plan ou c'est venu avec le temps ou comment ça s'est passé? Non, c'était pas prévu, hein. Je t'ai dit, à la base, j'ai commencé parce que je voulais être plus fort que mon pote, hein. Tu voulais faire quoi comme métier quand tu serais grand? Est-ce que tu avais pris le plus balèze de tes Je voulais potes? être agriculteur. Tu voulais être agriculteur? Ah non, évidemment que non. Raconte-nous, c'était quoi tes rêves? Cosmonaute? Je sais pas moi. Non, mais j'avais pas forcément d'ambition. T'avais pas de rêve, Mehdi. T'étais un mec sans rêve, en fait, finalement. Je voulais être fort. Non, quoi. parce que Sam, c'est très clair, il voulait faire du volley en professionnel. C'est ma taille. Ma taille ne m'a pas permis. D'ailleurs, il voudrait qu'on l'appelle Serge. Si on peut me rebaptiser. Génie et Serge. Moi j'allais proposer à Mehdi de s'appeler Jeanne pour le coup. Trop de biceps. Ouais. Au Brésil, ça passe. Donc vous aviez prévu. Donc vous avez pas de plan en fait. C'est un peu par hasard que vous vous êtes dit allez, je vais vivre du sport, vivre de la luta, vivre du jiu-jitsu. Franchement, moi j'ai. En fait, bon, après, tu vas à l'école, tu fais tes trucs, machin. Et j'avais deux trucs. Soit je voulais vraiment travailler dans le sport. Je savais pas quoi encore, mais j'avais quand même ce projet-là qui me titillait. Et bah, j'ai pas trop envie de me dévoiler non plus, parce qu'on se fout de ma gueule encore. Mais non, vas-y, sinon- allez. sinon- Ah non, allez. Qui s'est moqué ici? Qui s'est moqué? Jérémy, tu t'es moqué de quelqu'un? Ouais, je pète la gueule de celui qui s'est moqué. Dis-moi. Non, sinon. C'était quoi ton projet? Sinon, Parle-nous c'était de ton soit je travaillais projet. dans le sport, soit je travaillait dans un truc un peu plus nature, tu vois, au Il ose contact pas des dire. animaux, un truc comme ça. Et, Oh bah, c'est cool, il genre, voulait être agriculteur bon. lui. Attends, Ouais. ça va, non mais c'est cool. Mais genre veto ou un truc comme ouais, ça? voilà, ouais, je voulais faire ça en fait. Donc, Pourquoi ce Mogueto? C'est mortel, mon pote. ouais, bon après. Ah, t'as l'aval de Mehdi? Moi non, c'est bien pas ça. ça, c'est pas ça, c'est que en général, moi je suis assez pudique, je raconte pas trop ma life et puis bon bah voilà. Ah, mais t'es bien là, t'es bien, on est entre amis, personne t'écoute. T'inquiète. C'était quoi? C'était les hamsters que tu kiffais? Ouais, le hamster russe. Quand tu dis que tu l'équipes, c'est-à-dire. Stop. Oui, pardon. Ah, je peux pas. Ouais, On coupe au podcast. On coupe.
Non, mais voilà, en fait, et si tu veux, après, au niveau du cursus scolaire, bon, ça a été un peu en dents de scie, j'aimais bien l'école. Enfin, je le faisais parce que voilà. Mais en fait, je me faisais un peu chier à l'école et voilà, j'y suis allé step by step, machin, j'ai redoublé quelques fois. Et bref, au final. Puis veto, c'est chaud quand même. Ouais, c'est ça. Veto, c'est chaud. C'est un peu coton. Mais tu vois, par exemple, je pense que si c'était maintenant, tu vois, genre, j'aurais les facultés ou le potentiel de pouvoir le faire. Mais c'est vrai qu'à l'époque. Bah, t'aurais la sagesse en fait, parce que tout le C'est monde ça. a les facultés ou le potentiel. Ouais. En vrai, c'est juste qu'on n'a pas envie de se mettre une heure, enfin, quand je dis une heure, des journées entières à table, à son bureau et bosser. Aujourd'hui, tu sais ce que ça t'aurait apporté. C'est ça Ouais. la différence. Quand t'as 20 ans, c'est autre chose. Hein. Ah ouais. Ah, c'est vrai, c'est ça. Peut-être que, voilà, à l'époque, si tu veux, je pense que j'aurais pu le faire. Mais déjà, dès la terminale, je crois, ou non, la première, on m'a dit, ouais, bon, t'es un peu léger, il va falloir que tu fasses De la lutte à livrer. une STI ou un truc comme ça. Alors que je savais qu'il fallait que je fasse S pour donc direct, tu vois, je me suis fait un peu bloquer. Alors que franchement, c'était super con parce que, tu vois, au final, j'ai fait un bac microtechnique. Genre, le truc, je l'ai avec mention. Mes profs, ils me disent, putain, mais c'est super, il faut que tu continues et tout. Fais un BTS, fais quelque chose. Toi, t'avais absolument Moi, pas je envie voulais de mon faire bac ça, et tu- me casser le plus vite possible pour aller faire du sport, justement. Parce que je m'étais dit, bon, bah, vétérinaire, ça va être un peu trop compliqué. Peut-être que je suis trop léger. Mais au moins, le sport, il n'y a pas besoin d'être trop intelligent. Ah, l'imitation de Mehdi, t'es pas cool. Alors, peut-être que ça peut me correspondre. Et du coup, j'ai commencé ce BTS microtechnique. Et Tu sais qu'on on a le même parcours. ah ouais? Tu sais que j'ai un bac et un BTS microtechnique, moi Ah aussi. ouais? Ah ouais. Mais, sauf que moi, T'as fait ça où? j'ai fait à Diderot, je crois, à Paris. Ah, c'est ça. Il y côté avait de deux Saint-Jean. lycées. Il y avait le mien Ouais, à c'est Sarcelles ça. et le tien à. Ouais, le tien c'est ça. Et en fait, il y avait à Sarcelles Diderot. ou ça. Et en fait, et moi, pareil, je voulais. Franchement, j'y allais vraiment à reculons. Et c'est mes profs qui m'ont appuyé le truc. Ils m'ont dit, ouais, faut que t'ailles là et tout. C'est le meilleur lycée, hein, machin. Putain, j'arrive là-bas et là, je comprends rien du tout. Genre, et je me dis, oh là 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 là. T'aurais dû venir à Sarcelles avec nous. Peut-être. Là, t'inquiète, Peut-être c'était tranquille. plus adapté. Ah ouais. Ah non, mais laisse tomber. En plus, c'était des semaines de ouf. Je partais le matin à 6h de chez moi. J'habitais dans le Val d'Oise. Enfin, bon, bref, ça me plaisait pas. Au final, j'ai lâché le steak. Au bout de 6-7 mois, j'ai fait, ouais, j'arrête. Et j'ai commencé à bosser en intérim, faire des trucs, des petits boulots, des petits trucs comme ça. Et là, je me suis dit, ouais, faut vraiment que je fasse quelque chose. Sinon, t'as vite fait de t'encrouter, pareil. Et dans un petit taf comme ça, tu vois. Et du coup, derrière, j'ai repris une fac de sport. Et là, j'ai enquillé un DUG et une licence TAPS. Et au final, pareil, il fallait soi-disant un bac S pour faire ça. Et moi, en sortant de mon bac STI microtechnique où tu n'avais aucune approche biologique, physio. Il va lui rattraper tout Il ça. n'y a Ouais. pas une heure de bio, hein, quand même, faut le savoir, il n'y en a pas du tout. Quoi. Ah ouais, non, mais t'as rien, Ouais. c'est que de la machine, c'est de la programmation, c'était des trucs comme ça. Et là, du coup, faut que je reparte sur apprendre l'anatomie, la physio, la machin. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai kiffé. Et donc, pour moi, j'apprenais ça assez facilement. Et de là, bah, du coup, la suite logique, c'était passer faire on va dire finir prof dans un collège ou un lycée, quoi, prof. On avait une année de stage, si tu veux, où tu avais 2 classes donc, dans ton cursus de licence. Et là, je me suis dit que c'était pas possible. Genre, Prof. ouais, prof. Prof, c'est chaud. Non, prof au collège et tout. Oh là là. C'était. Ouais, non, c'était. Les jeunes, ils veulent juste faire du foot, ils s'en tapent. De Mais tout c'est le reste. ça. Tu leur fais faire de la gym et tout, quelle horreur. Mais là, attends. T'as fait de la gym, toi, Jérémy? J'ai fait de la gym. mais- Ouais, j'ai fait de la gym. Ah. C'est pas forcément. Alors attention, c'est pas forcément mes pires souvenirs Moi, c'est en mes- truc de sport, la gym, le cheval d'arçon, Mm. tout. Il y a un côté marrant, on te fait faire des saltos, on te fait faire des trucs. Je trouvais ça assez marrant, moi. Alors, moi, c'était le pire souvenir que j'ai du sport, c'est moi et ma souplesse en train de faire de la gym. Ah, c'était l'horreur. La gym, L'horreur. franchement, bah, moi, c'est vraiment un truc que j'ai kiffé à la fac. Tu vois, j'ai eu 3 ans de gym. Et Ah, mais t'as plus 14 ans, tu vois, c'est ça le truc au collège, t'es tout complexé et tout. ouais. C'est Non. pas pareil. Hein. Non, au collège, moi je me rappelle, fallait que je fasse faire de l'acrosport. C'était une classe de 4e à Sevran. Et allez, acrosport et le stick d'après c'était ping-pong. Tu vois, c'était pas du tout adapté, je trouve, aux élèves. Alors t'étais tout le temps en train de batailler avec. Je voyais ma tutrice, elle leur mettait des heures de colle à tout va. Enfin bon, bref.
Tu vois, c'était En sport tout en super. Mais c'est ça le truc. J'ai C'est que jamais vu ça, des heures de colle en sport. moi, le sport, c'était un kiff toute ma vie, genre même à enfin, genre Au lycée, tout ouais, ça. au machin. Et là, je me disais, putain, la prof, elle est super vénère. Tu vois, elle est tout le temps en train de s'embrouiller avec eux. Je comprenais pas. Mais en fait, après quelques mois, je comprenais parce que Ouais, les élèves ils te font péter les ils te font la misère. Donc je me suis dit, pas possible de faire prof. Et du coup, j'avais passé un truc, un BNSSA, c'était un truc de natation pour être maître nageur. Pareil, ça, c'était bien pour les vacances, mais bon, c'était un taf qui m'intéressait pas forcément. Et derrière, j'ai trouvé un taf comme ça, du jour au lendemain, dans une salle de sport à Paris. Et de là, j'ai repassé un BE pour valider, on va dire, parce que ma licence TAPS, si tu veux, elle correspondait pas forcément au métier que je faisais. C'était bien pour l'éducation nationale, mais pour tout ce qui était coach sportif, fallait un BE. Et donc j'ai repassé un BE à Cumez derrière, candidat libre. Et ça m'a permis de continuer de développer mon business, quoi. Et toi, Mehdi, t'étais vétérinaire pour le coup, toi, c'est ça? Toi, t'étais vraiment vétérinaire. Tu fais des hamsters de Sam. Toi, t'étais vraiment. C'est ça, on est d'accord. C'est ça. Non, mais après, voilà, comme il dit, c'est vraiment un kiff de faire du sport et d'en vivre et de pouvoir en faire toute la journée. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui sont passionnées et qui bossent la journée et qui vont s'entraîner le soir ou quoi. Et aujourd'hui, c'est vrai que la journée, comme la semaine dernière, où on passe voir Sam dans sa salle, voilà, il est là, on s'entraîne avec lui, c'est la journée. C'est quand même des petits privilèges qui font que c'est vraiment cool d'être dans le sport. Après, c'est vrai que même moi, à l'école, je Toi, voulais tu partais vraiment- pourquoi à la base? Moi, je voulais être dans le sport. Quoi Il veut qu'il pas le arrive. dire. Ah, il voulait pas, il veut pas Non, nous le dire. je- Ouais, non, je traînais avec ma mère, ça on a bien compris. Ça se trouve, Mais y a rien de plus. ça se trouve, il voulait faire du volley, il a trop vanné pour y revenir là. Sam, il avait un trop gros niveau, donc j'avais vu que j'avais pas ma place dans l'équipe. Quoi. Et là, tu mais à faisais la base, quoi, ouais, tes non, journées, je toi, voulais à la être base dans le sport. Quoi. J'étais à l'école comme tout le monde, quand même. Ouais, mais de la terminale, t'es passé directement à la lutte à livrer. Non, peut-être pas non plus, non. T'as vraiment foiré ta vie, mon pote. Putain, le mec a eu son bac et tout. Maman, je veux faire de la lutte à livrer. Non, à cette époque, je savais même pas que ça existait. Je commençais à faire des formations dans l'audiovisuel et tout. Tu faisais quoi? Je m'étais intéressé à la photographie. Voilà, on y vient. On y vient tranquillement. Tu m'avais parlé de peinture aussi, non? Tu Non, faisais pas de la peinture? absolument pas. Non, j'étais intéressé par la photo. Je et sais tout. qu'il était poète, il a écrit pendant très longtemps. Putain, c'est striptease. Après, Aïe. Attends, Tu faisais de la photographie. non, je voulais vraiment faire une formation. Tout ça, j'étais intéressé par tout ce qui était audiovisuel et la photo. Et après, voilà, comme ça, j'ai commencé à faire des petits boulots en intérim aussi. Et c'est vrai que finalement, j'ai vite été amené à donner des cours, des trucs dans le sport, et j'ai vu qu'il y avait moyen d'y passer mes journées, quoi. Et clairement, pour moi, c'est une chance de passer sa journée à enseigner ou à faire du sport avec des gens qui kiffent, quoi. Et au-delà du côté chance, parce qu'on parle souvent de tout ça et tout, entre deux déconnades, mais on parle quand même souvent de plein de choses comme ça. T'as une vraie. Alors Sam, je sais un peu moins, mais t'as une vraie passion pour la nutrition, t'as une vraie passion pour toute l'évolution de l'entraînement. On en a parlé plusieurs fois. La façon dont tu vas gérer un entraînement, le fonctionnement du muscle et tout ça, du corps. T'as une vraie passion pour tout ça. Donc c'est pas que le sport quand même. Ouais, c'est hyper intéressant, mais en fait, au départ, voilà, tu me dis ça quand j'étais à l'école, j'y pensais absolument pas, c'était pas une passion, mais Sam dira la même chose, c'est pareil, quand t'es compétiteur, si tu veux être au top niveau, tu vas être obligé de passer par plusieurs étapes, dont la nutrition. Bon, après, t'en as qui ont des génétiques, voilà. Ouais, mais tu peux avoir ton entraîneur. On parlait d'entraîneur. Tu peux avoir ton entraîneur qui te dit, écoute, Loulou, là, pendant cette semaine, tu fais ça. Cette semaine-là, tu vas faire ça. Et toi, quelque part, ça te passe largement. Ouais, au-dessus mais de moi la j'aime tête. bien comprendre pourquoi Voilà. je fais quelque chose. C'est-à-dire, tu vas me dire, voilà, il faut manger ça. Je vais te demander, ok, pourquoi il faut que je mange ça? Quel effet ça va avoir sur mon corps? Et pourquoi il ne faut pas que je mange ça? J'ai envie de tout savoir. Et c'est pour ça que la diète, c'est quelque chose d'intéressant quand tu fais du sport. Parce que, je dirais même pas indirectement, directement, ça te permet de faire évoluer tes performances physiques. Quelqu'un qui s'entraîne super bien et qui mange mal, et un autre mec qui s'entraîne exactement de la même manière et qui mange super bien,
bah voilà, physiquement, celui qui mange bien aura plus de chances d'avoir des meilleurs résultats à l'entraînement, en compétition. On avait reçu Reda il y a quelques épisodes qui nous parlait qu'il avait un régime moitié grec, moitié franc-prix. Qu'est-ce que t'en Moitié penses McDo, moitié- Ah c'est ça, c'était McDo et franc-prix. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses qu'il ira loin? Non, mais après. Non, tu penses qu'il ira Il est jeune, il a 22 et 22 en ans. plus, il a 22 ans. Il y a 22 ans, j'en avais rien à faire, moi, de la diète. Je veux dire, ça m'intéressait pas. Et puis en plus, à 22 ans, déjà compétiteur et tout, ça va forcément venir avec le temps. Il y a un moment où il va se fixer des objectifs qu'il voudra vraiment atteindre et il mettra toutes les chances de son côté et il gérera sa diète comme tous les compétiteurs. Et donc c'est hyper intéressant en fait cet aspect de la nutrition. Même des compléments alimentaires aussi. Enfin, il y a vraiment plein de choses à apprendre. Et au-delà du sport, c'est de la culture, de savoir comment ça marche dans notre corps, de savoir ce qu'on mange, pourquoi on le mange. Voilà, Sam aussi, je sais qu'il est vachement intéressé par la diète, par les produits naturels aussi. Et ça fait partie de l'entraînement. L'entraînement, c'est pas que aller à la salle et faire du sparring. C'est s'entraîner, bien sûr, sparring technique, mais à côté, bah, c'est se coucher tôt, c'est se lever tôt, c'est avoir une bonne hygiène de vie, ne pas boire d'alcool, ne pas trop sortir. Enfin voilà, c'est un tout. C'est pour être un sportif vraiment accompli, un sportif de haut niveau. Si on se fixe des vraies échéances, il faudra mettre vraiment toutes les chances de son côté. Vous buvez pas d'alcool? Absolument jamais. Vous sortez pas? Jamais. Moi, j'ai quand même j'ai des origines antillaises, hein, tu sais. Le rhum, ça fait partie de la culture. Tu peux pas passer à côté. Ça Non, fait mais partie de après- la diète un peu Bah quelque aussi. part. Voilà, c'est du bon Sans- sucre. Puis sans déconner. génétiquement, t'absorbes, ça te fait rien, Tu toi. prends une cuite au rhum, le lendemain, t'es tracé sec. Non, mais après, voilà, ouais, bien sûr, j'aime bien des fois manger un sandwich. Après, ça fait pas. Ah, ça, c'est ton petit t'es- délire. ah, T'es un thug, mon frère. Non, mais clairement, quoi. Le mec, il te parle de cuite au rhum. Mais moi aussi, j'aime bien manger un petit sandwich. Et je vais même jusqu'au crouton. Hein. Et une fois, j'ai mis du beurre, Adrien. Les soirées chez lui, mon pote. Mais en plus, pour ma part, j'ai tendance à stocker quand même. Si je fais n'importe quoi, ça a vite un impact sur mon corps. Donc voilà, c'est pas un truc que j'aime bien, que j'aime forcément en plus manger grec, McDo, tout ça. C'est vraiment occasionnel de temps en temps, voire même, je dirais, si vraiment j'ai pas le choix. C'est vraiment pas un kiff. Ouais. Moi, pareil, franchement, au niveau de la bouffe, je fais quand même vachement gaffe à ce que je mange dans le quotidien. Alors, je disais que je prends une cuite au rhum, mais voilà, ça m'arrive de boire. Je suis pas non plus à dire complètement. Tant que c'est pas le matin, mon C'est pote, y ça. a pas de Je problème. tisane pas tous les week-ends, je tisane pas toute la journée, mais bon, voilà, ça peut m'arriver de boire un coup. Et pareil, mais ceci dit, Ça a changé Castagne FM. ouais. On parlait de sport avant, là il réfléchit à quelle fréquence il picole. T'imagines avec un vieux sombrero devant le district. Ouais. Ah ben après tu te castagnes sous Rome. Apéro tous les jours, 18h au district. Tu fais les meilleures performances. Le secret. Non, mais faut aussi savoir s'amuser. Bien sûr, de temps en temps. Le moi, sandwich. j'aime bien m'amuser quand même. Non, mais j'aime bien picoler un peu. Voilà, pas mettre des cuites, mais voilà. Quoi. Mais ça reste sous contrôle, quoi. En fait, c'est ça le truc que vous disiez. Non, mais ouais, c'est ça. C'est que si tu veux, Mehdi il est compétiteur, moi je suis compétiteur. Ça veut dire qu'il y a une compétition. Tu sais que pendant un mois, je vais pas boire un verre de quoi que ce soit, machin. Après, tu es un peu en relâche. Bon, bah, tu peux t'autoriser une petite déconnade entre potes. Et mine de rien, ça fait quand même du bien aussi. Parce que au final, je me rends compte que moi, je combats depuis que j'ai commencé le jiu-jitsu. Et mais combien de fois, genre mes potes ils sont là, ah c'est l'anniversaire d'un tel et tout, ah bah non moi je reste chez moi tout seul parce que le lendemain faut que je me lève tôt parce que je combats. Et genre je suis passé à côté de plein de soirées. Donc Surtout qu'en plus, à ce moment-là, en plus, le truc, c'est que beaucoup de compétiteurs sont comme ça. Ils ont un niveau, on va dire, à peine régional. Ils auront jamais de niveau de national. Ils auront jamais... Et c'est énormément de sacrifices pour peut-être rien du tout. mais quoi. c'est ça, mais surtout même dans le jiu-jitsu ou dans la lutte à livrer, hein. Faut pas croire, nous on fait des trucs là, mais ça crève pas le plafond non plus. Faut pas se dire qu'on est. Non, des, mais enfin, vous en vivez quand même. Hein.
Là, on a envie, mais on a envie parce qu'on donne des cours et puis C'est pas la c'est compétition grâce à qui ça. les Mais fait. C'est la compétition. c'est pas grâce à nos performances. Enfin, quelque part, si, parce que Mais si ces peut-être que cours ça. sont remplis, c'est peut-être parce que vous Voilà. avez performé. C'est ça, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent élever leur niveau peut-être en s'entraînant avec nous et peut-être qu'on peut leur apporter pas mal de choses par notre expérience, la technicité, machin, tout ça. Mais concrètement, c'est pas comme si on était footballeur professionnel et qu'on a gagné notre vie avec ça. Donc, faut relativiser. Moi, je trouve que c'est vraiment une chance de pouvoir en vivre à l'heure actuelle, surtout en France. Ça aurait été aux États-Unis ou au Brésil éventuellement, tu peux peut-être plus facilement développer quelque chose. Ici, franchement, c'est compliqué, mais je trouve que ça tend quand même à s'ouvrir. Et moi, j'ai fait un cursus sportif, donc à la base de préparateur physique. Le sol, j'ai beaucoup enseigné, enfin, ça fait des années que j'enseigne. Et petit à petit, j'ai fait mon trou. Mehdi, c'est un peu pareil, j'ai l'impression. Ça se fait vraiment de façon un peu opportuniste. Et puis après, c'est notre passion. Donc peut-être qu'à un moment donné, c'est justifié, mais c'est pas si évident que ça. Franchement, de vivre de sa passion à l'heure actuelle, je trouve. Après, il y a le fait de peut-être accepter de vivre de ta passion et de pas forcément gagner énormément d'argent, ou accepter de faire un boulot que tu n'aimes pas du tout, où tu gagneras énormément d'argent. Bah voilà, moi je pense que je passe plus de temps, voilà, il y a 52 semaines dans l'année, tu calcules, tu passes beaucoup plus de temps à bosser. Enfin, moi, faire un boulot qui me plaît pas, clairement, c'est impossible. Me lever le matin, j'ai pas cette patience de faire quelque chose que j'aime pas. Bah donc j'ai choisi et c'est mon choix. Je préfère gagner moins d'argent dans ma vie, vraiment si c'est le cas, mais au moins me réveiller, être relax dans ma tête, faire vraiment ce que j'aime. Donc voilà, on a fait quand même pas mal de sacrifices, comme il dit, des soirées d'anniversaire, des trucs, on en a loupé plein. Bah, c'est là nous on a fait nos efforts, on a fait des combats, ça nous a permis de gagner en crédibilité pour donner des cours. Et voilà, aujourd'hui, on s'en contente. Maintenant, quand on nous voit, on est plutôt simple, on n'est pas dans la frime, que ce soit dans le matériel, dans les vêtements, on vit plutôt simplement, quoi. Ce qu'on aime, je pense, pour Sam aussi, le kiff pour un mec comme nous, c'est quoi? C'est de voyager, de s'entraîner avec des étrangers, de faire des rencontres, les vraies valeurs. On va parler de vraies valeurs. Ouais, franchement, là, pour le coup, c'est encore une fois bien résumé. Mine de rien, franchement, on se ressemble quand même. Vous les voyez pas, mais ils sont sur le même canapé, avec le même micro, ils sont très proches l'un de l'autre. On est peut-être à l'aube de quelque chose. Non, ça fait des années, c'est plus l'aube du tout, ça fait des années. Bien sûr. Non, Tu les as vus quand ils se sont retrouvés l'autre jour, là, ils se sont sautés dessus. On n'a pas dit qu'on n'en parlait pas. C'était incroyable, j'avais rarement vu des gens se battre comme ça. On aurait dit comme deux chiens un peu foufou là, c'était beau. bah ouais, mais ça faisait longtemps, mon pote, tu vois, c'est normal. Non, ça, c'est les vrais combats, en fait. C'est juste que t'as pas l'habitude. Ah non, j'ai pas l'habitude. Donc clairement, c'était. Ah, mais ça l'a impressionné, laisse tomber. Ouais, il était J'en ai pris impressionné. plein la vue. Je savais pas que t'étais capable de ça, Mehdi. Coquin. Parlez-nous un peu de votre sport, parce que alors moi, pour ma culture, je connais très peu la lutte à livrer. Je sais pas, Sam, si tu te considères plus luttador que jujitsuka. Je sais pas trop même si tu fais une différence. Bon, pour Mehdi, c'est très clair. Mehdi n'a jamais mis de kimono. Mais Mehdi est ceinture une blanche fois, en jiu-jitsu brésilien. voilà. Ça va faire prendre de la moelle, tu vois. Non, franchement, il y a toujours eu la petite guéguerre jiu-jitsu brésilien, lutte à livrer. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé jiu-jitsu, enfin pendant longtemps, en fait, je connaissais même pas la lutte à livrer. Je savais pas que ce courant, on va dire parallèle, il existait. Et puis pour moi, les mecs qui faisaient du sans kimono, c'était des mecs qui faisaient du jiu-jitsu en nogi. Et c'est vraiment au contact de Nicolas Régnier. En fait, je faisais avec un pote là, Bruno Viveros, je vais citer son blaze. On a mis en place des séjours sportifs. Et donc l'idée, c'était d'aller un petit peu à droite à gauche, s'entraîner et rencontrer des champions de la discipline. On est parti en Californie, Brésil, Floride, New York, bref, que chez des pointures. Et notre premier séjour, en fait, on l'a organisé en collaboration avec Nicolas Régnier il y a quelques années. Et lui, il avait l'habitude d'organiser des petits trucs au Brésil, de ramener 3-4 gars à lui.
Et là, Au sein de la NR Fight, en fait. C'était pas des séjours qu'il organisait, lui, on est d'accord. C'était Non. ses gars à lui qui l'emmenaient. Voilà, c'est ces Ouais, gars à ça. lui qui l'emmenaient. Il ramenait 3-4 mecs et puis ils allaient s'entraîner là-bas. Voilà. Et puis, en fait, il était vachement sollicité. Les gens, ça les branchait pas mal d'aller à droite, à gauche, pouvoir s'entraîner, visiter le pays, profiter, faire un peu la fête, tout ça, machin. Et donc, on s'est dit, bah écoute, nous, on organise des trucs. Si tu veux, on peut t'aider à l'organiser. Et là, on a ramené 30 personnes au Brésil pendant un mois. Et franchement, c'était c'était une super expérience. Et c'est vraiment. Et donc, moi, Nicolas, j'avais entendu parler, mais je le connaissais pas plus que ça. Je savais qu'il faisait du sans kimono, mais je savais pas que c'était vraiment de la lutte à livrer. Et en fait, j'ai vraiment découvert ce courant en partant là-bas au contact de Pequeño et son frère Leozada. C'était il y a combien de temps ça? Pour moi, t'avais fait de la lutte à livrer en même temps que le jiu-jitsu brésilien et ça avait été un parcours super parallèle. Parce que t'es ceinture noire de lutte à livrer aussi. Ouais, je suis ceinture noire en lutte à livrer, mais je combattais déjà en nogi, mais pour moi c'était du jiu-jitsu sans kimono. Et là, j'ai vraiment vu que cette lutte à livrer, c'était un sport à part entière comme le volleyball ou n'importe quoi, tu vois. Ou l'école vétérinaire, tout ça. Ouais. Et donc je me suis dit, ah mais en fait ça existe, c'est un sport qui existe. Et en fait c'est surtout au niveau de l'attitude et des techniques, des trucs qu'on n'employait pas au jiu-jitsu brésilien. Et moi j'ai trouvé que ça m'a vraiment complété mon sol. Et là du coup j'ai fait le distinguo entre jiu-jitsu et lutte à livrer. Donc moi je pratique les deux. Je trouve que jiu-jitsu c'est bien parce que je trouve que tu prends plus de force à force de tout le temps tirer sur le kim et tout. Tu prends de la vraie moelle dans les bras et ça peut te permettre de poser un peu plus ton. Non, Mehdi, ton style. Mehdi a pas l'air d'accord. Attends. mais après, c'est vrai qu'au niveau de la lutte à livrer, l'engagement il est beaucoup plus énervé. Et au niveau de la vitesse d'exécution, de l'explosivité et aussi de la force. Mais c'est de la force différente parce que ça va un peu moins jouer dans les avant-bras, ça va être vraiment dans les biceps, dans le dos, enfin bon bref, c'est pas tout à fait les mêmes chaînes musculaires que tu vas, on va dire, utiliser. Et là, franchement, je me suis dit, ah ouais, putain, en fait, ces deux sports-là, ils sont vraiment complémentaires. Et je comprends pas pourquoi est-ce que c'est parti en guerre. Comme si chacun voulait, on va dire, défendre son bout de gras. Pour moi, c'est autant. Enfin, je comprends que moi, personnellement, maintenant, je préfère la lutte à livrer, à pratiquer, et je me sens, on va dire, mieux et plus fort là-dedans que dans le jiu-jitsu. Et parce que le jiu-jitsu, je trouve que c'est beaucoup plus technique. Moi, je suis pas quelqu'un de très très technique à la base. Je veux être instinctif, explosif et voilà. Mais donc le style lutte à livrer, il me correspond plus, je pense, que le style jiu-jitsu. Mais bon, je respecte les deux. Et après, il faut soit il y en a qui préfèrent l'un, soit il y en a qui préfèrent l'autre. Pour moi, je pense que c'est bien de faire les deux. Ça reste le même sport et ça ouvre des autres perspectives, quoi. Après, franchement, en ceinture noire de jiu-jitsu brésilien nogi, par rapport à de la lutte à livrer, je crois que la seule différence, c'est les clés de talon. Sinon, c'est exactement pareil, c'est les mêmes règles. Ouais, mais Ah, peut-être le comptage de points, je sais pas. non, c'est vraiment une attitude. Je pense que même Mehdi, il a l'habitude de tourner avec des mecs qui font du jiu-jitsu. Tu sens que le style, il est pas tout à fait pareil. Là, c'est plus percutant. Je trouve que c'est plus instinctif. Tu vois, tu sens que ça vient du fin fond du trou du cul des favelas, quoi, le sport. c'est vraiment. Et justement, moi, quand je l'ai découvert, c'est vraiment en allant au Brésil, que des mecs avec des têtes cassées qui veulent te plier à tout va. Et donc là, tu te dis, ah, mais attends, c'est ça ce sport en fait. Ah ouais, d'accord. Et donc, si t'as une attitude un peu, tu commences à te mettre sur le dos, machin, les mecs, ils te butent en 10 secondes. Donc, t'es obligé d'aller au contact et d'être à l'initiative. Donc, c'est ça que je trouve différent, on va dire, avec le jiu-jitsu, par exemple. T'as jamais été attiré, toi, par le jiu-jitsu brésilien, Mehdi? Non, jamais. Une fois ou deux, j'ai mis le kim parce que je me suis retrouvé dans des open mat avec des potes où on me disait vas-y, essaye, mets une veste, mets un pantalon et t'essayes voir un peu ce que ça donne. Et je sais pas, non, j'ai pas accroché. Là, je pense à m'y mettre, pourquoi pas. J'aimerais bien tester de nouvelles sensations parce que j'ai fait beaucoup de lutte. Ensuite, j'ai vraiment voulu perfectionner mon jeu, donc j'ai été faire de la lutte libre au cercle de lutte des Hauts-de-Seine.
Et la lutte encore, ça m'a fait découvrir un nouveau style. Pareil, quoi, c'est hyper physique, c'est complètement différent. C'est encore une autre attitude, ça a changé mon sol. Et maintenant, je me dis, bon, le seul truc que j'ai pas fait vraiment, c'est le jiu-jitsu. Donc pourquoi pas commencer à m'y mettre, voir si ça peut améliorer mon grappling, quoi. D'un œil extérieur, attention, hein, je dis bien d'un œil extérieur, hein, et après avoir discuté avec beaucoup de personnes différentes et tout, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu plus fermé dans la lutte à livrer qu'il y a dans le jiu-jitsu brésilien? J'ai l'impression que dans le jiu-jitsu brésilien, on peut être ouvert à des techniques de judo, on va être ouvert à des techniques, des choses comme ça, et en lutte à livrer, c'est la sensation que j'ai, mais de super loin, hein, Mehdi, parce que je te sors directement à vouloir. J'ai cette sensation qu'il y a il y a un côté genre on touche pas à notre sport. On change rien, on change pas les règles, je vais pas dire on le fait pas évoluer parce que ça serait négatif de dire ça, mais le jiu-jitsu brésilien, on peut déjà parler de jiu-jitsu traditionnel, de jiu-jitsu brésilien traditionnel, de jiu-jitsu brésilien sportif, on peut déjà parler de différentes sortes de jiu-jitsu brésilien. En lutte à livrer, c'est la lutte à livrer quoi. Finalement, après, non, c'est pas fermé. Enfin, on va adapter des techniques en fonction d'autres sports si on peut les intégrer dans la discipline. Oui, on va pas intégrer une technique de judo en luta à partir du moment où on n'a pas de kimono, on va pas avoir les mêmes grippes. Donc nous, pour tout ce qui concerne la partie debout, on va plutôt s'inspirer de la lutte. Très clairement, ça sera beaucoup plus efficace de s'inspirer de la lutte sans kimono que de s'inspirer d'une technique de judo que je vais pas pouvoir reproduire à la perfection vu qu'il me manquera quelque chose. Non mais c'était ça ou autre chose, ça aurait pu être de la lutte percussion ou lutte, je sais pas ce que tu faisais au début, là, le lutte de contact. Tu vois, ça peut être plein de choses, j'en sais rien. C'est vrai que la luta, il y a une forme de luta, je trouve qu'elle est très complète. Après, à partir du moment où on rajoute des frappes à la luta, c'est du MMA. Oui, non, c'est sûr. C'est du MMA ou du pancrace. Après, par rapport à quoi tu trouvais que le truc était plus fermé Rien que parce que je crois qu'au final la lutte à livrer est là avant le jiu-jitsu brésilien. Je crois que ça s'est développé à peu près en même temps. Il me semble que c'était. C'est vraiment une sensation, et puis à force de les discussions que j'ai pu avoir avec différentes personnes, c'est que en jiu-jitsu brésilien, on peut déjà parler de deux formes de jiu-jitsu traditionnel, de jiu-jitsu brésilien. C'est important quand même de pouvoir dire ça. Il y en a un qui est vraiment typique compétition, qui ne fonctionnera quelque part jamais dans la rue, le berimbolo et autres. Je veux dire, tu t'en entendras jamais parler dans la rue. Le jiu-jitsu brésilien, le Gracie jiu-jitsu, c'est des techniques de self-défense. Ouais, c'est marrant, moi j'aurais plutôt décrit ça comme en jiu-jitsu en tout cas pour ma part, c'est le seul truc que je connais, mais plutôt, tu sais, t'as les techniques un peu anciennes, les techniques un peu nouvelles, notamment c'est exactement ce que je dis, des techniques nouvellement découvertes. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas ça dans la lutte à livrer? Qu'est-ce qui fait que le jiu-jitsu brésilien fait partie des sports qui explosent, qui sont en vogue? Qu'est-ce qui fait que la lutte à livrer moins, alors que quelque part c'est normalement d'accès plus simple, il n'y a pas le kimono, il n'y a pas le... Je pense que... Je pense qu'au niveau de la médiatisation déjà, le jiu-jitsu brésilien quand c'est arrivé, moi pareil, même dans mon club, il y avait une grosse partie self-défense. Et c'était le prof de Patrick Bitton, c'était Flavio Bering. Flavio Bering, c'est le premier élève, je crois, de Helio Gracie. Donc si tu veux, on n'est pas très loin du démarrage du jiu-jitsu brésilien. Tu vois, moi je dois être à Helio, Flavio, Patrick, et puis moi je suis derrière. Donc on a 4 générations si tu veux. Le truc, au début le jiu-jitsu c'était quoi? C'était de la self-défense à la base. Donc là on est parti au Brésil, ça s'est développé, c'était japonais. On a développé une technique, une technicité au sol et tout machin. Mais il y a une grosse partie self-défense. La lutte à livrer, c'est arrivé au Brésil. Si tu veux, donc c'est un petit peu, les origines elles sont un peu différentes. Donc là c'était vraiment chiffonnage quoi. Donc je pense que au niveau self-défense, enfin si tu veux, tu peux utiliser la lutte à livrer comme au niveau de l'efficacité machin, mais culturellement c'est pas la même démarche. Et donc c'est normal que le jiu-jitsu, si tu veux, tu as l'impression qu'il a évolué avec avec plusieurs courants forcément différents. Et une autre chose aussi, c'est que la lutte à livrer, t'en entends parler maintenant, mais moi quand j'ai commencé, personne n'en entendait parler de la lutte à livrer, tu vois, c'était vraiment un peu underground, genre c'était pas médiatisé, les mecs qui pratiquaient, c'était pas des gens qui pouvaient se permettre aussi
on va dire justement de remédiatiser leur sport. Et c'est vraiment récemment, j'ai l'impression que le truc il a émergé. Récemment, je te parle, c'est 10 ans quoi. Tu vois, mais avant, lutte livrée, je connaissais pas. Et je trouve que c'est bien quand même que les mecs ils revendiquent ce sport, qui est un sport à part entière et qui a eu une histoire aussi, machin, différente que le jiu-jitsu, même si on va dire, pour moi, c'est deux sports qui ont évolué à un moment donné en parallèle, mais je comprends qu'il faille le revendiquer et rester un petit peu, pas forcément rester fermé, mais voilà, montrer que c'est un sport à part entière. Et après, qu'il soit fermé, je trouve pas forcément, parce que justement il y a de plus en plus de clubs qui se développent. Tu vois, quand je vois Flavio qui peut monter un club à Monaco, tu vois, là-bas c'est quand même un sport de chiffonnier. Quand je vois ANR, tu vois, qui a plein de... Il n'y a pas de chiffonnier à Monaco. Si, ouais, certainement, mais certaines catégories de chiffonniers. Ouais, quoi. Des moins que dans les favelas. Voilà, c'est pas la même des race chiffonniers de en Ferrari, quoi. Tu vois, tu vois, non mais c'est ça, c'est que là du coup mine de rien il est en train de s'ouvrir il est en train de se développer et de s'ouvrir quand même ce sport qui et donc c'était plus au niveau de l'ouverture des techniques en fait dont je parlais. C'était Alors plus, pour qu'est-ce moi, qui te fait dire ça? Ça veut dire quoi? La lutte à livre on est moins technique? Qu'est-ce que tu cherches? Non. Vas-y, on réponds. est deux. Vas-y, Jérémy. T'as ouvert ta gueule maintenant. Va jusqu'au bout de ton idée. Non. Et je continue et j'en parlerai peut-être avec d'autres luttadors aussi machin. Ce que je dis, c'est la sensation que j'ai. Non, attends, on a Mediotman et Samuel le petit, je crois que ça va. Ce que je dis, c'est que j'ai la sensation que la lutte à livrer, quand on fait de la lutte à livrer, on fait de la lutte à livrer. En jiu-jitsu brésilien, tu peux voir des techniques. Je vais parler de judo, Mehdi, mais ça peut être autre chose, j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être des techniques même de judo au sol. Il y a une espèce de, on va prendre un peu ce qui fonctionne un petit peu partout. Tu vois ce que je veux dire? Et améliorer le jiu-jitsu brésilien. J'ai pas la sensation que dans la lutte à livrer, ce soit quelque chose qui existe. C'est la même chose, parce que regarde, tu me dis en jiu-jitsu, on est en kimono, on va prendre des techniques, par exemple de judo ou d'autres choses. C'est deux sports similaires, il y a un kimono, ça se ressemble, donc il y a quelque chose à tirer du judo pour l'intégrer au jiu-jitsu brésilien. Nous, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que tu vas me montrer une bonne technique de lutte, bon bah voilà, je vais pouvoir l'intégrer à mon jeu parce qu'il n'y a pas de kimono. C'est exactement la même chose. Ensuite... Une technique de jiu-jitsu brésilien qui est propre au jiu-jitsu brésilien va t'intéresser en lutte à livrer? Si elle s'adapte sans grippe ou je vais pouvoir la reproduire avec des bons contrôles, parce que le but c'est pas de reproduire une technique sans kimono où le mec attrape la ceinture par exemple en kim, nous on n'a pas le droit d'attraper le short. Cette technique là, je vais faire en sorte de ne pas l'inclure dans mon jeu parce qu'il me manquera à un moment un détail. Ce détail, tu rajoutes un peu d'explosivité, un peu de transpiration, ça glisse, c'est bon, on perd la technique, je préfère ne pas l'inclure dans mon jeu. Maintenant, si tu montres une adaptation de la technique très propre, avec des contrôles différents, mais qui me permettent d'arriver à la même finalité que la technique, oui, je prends, bien sûr. Là, maintenant, ça fait plusieurs années que je m'entraîne énormément avec Mathieu Husson, à Colombes, et Mathieu qui est... Pas avec Samuel Petit? Avec Samuel aussi, je m'entraîne. Moi, je m'entraîne vraiment avec tout le monde. Hein. J'ai pas de problème où on m'invite, où j'ai l'occasion d'aller tourner, je vais tourner. Tu considères quand même que Mathieu Husson est meilleur? C'est un meilleur partenaire d'entraînement. On va dire qu'il est à 7 minutes de chez moi et que Sam il est à plus d'une heure. Ok. Voilà. Donc si Sam était à 3 minutes de chez moi, j'irais tous les jours. T'évalues cette amitié à 50 minutes quoi. Par semaine, si tu fais le cumul à l'année. Ouais, non, je viens de faire le calcul. Ça fait pas mal de temps perdu. D'accord. Ok, donc tu comptabilises ton amitié. Ok, c'est cool, c'est bien, c'est agréable. Tu notes l'utilisation du terme temps perdu. Temps perdu. Vous cherchez la bagarre. Mais tout ça pour dire quand même, pour revenir au sujet, c'est que tu vas tourner avec Mathieu, c'est un mec qui a complètement adapté le jiu-jitsu à la lutte à livrer. C'est-à-dire que tu vas tourner avec lui, il va se mettre sur le dos, le mec va travailler en X, va travailler de la demi-garde profonde, va avoir un jeu très jiu-jitsu en luta parce qu'il aura adapté son jeu sans kimono. Et aujourd'hui, c'est vrai que les exemples que nous avons eus, les mecs de la luta qui nous ont montré vraiment ce qu'ils faisaient, c'était pas ce jeu-là. Donc on a peut-être l'image de ça n'existe pas parce qu'on n'a pas encore vu. Maintenant, il y en a beaucoup, par exemple,
qui disent bon bah Mehdi, bah voilà, d'en dessous, il sait rien faire, il va faire un arm drag ou il va te mettre un double leg d'en dessous en étant Ou si on lui assis. retire sa guillotine, il a plus rien. Si on lui retire sa guillotine, il n'y a plus rien. Il y en a plein. Voilà pourquoi. Parce qu'en compétition, bah, je lutte. Donc c'est vrai que je tire si c'est nécessaire, hein, niveau stratégique. Mais sinon, je vais lutter. À partir du moment où je fais de la lutte, bah voilà, j'arrive quand même beaucoup à être au-dessus dans mes combats. Ensuite, si je finalise, bah, c'est sur guillotine ou clé de cheville. Bon, bah, c'est typique à la lutte à livrer. Ça veut pas dire que je suis très mauvais d'en dessous. Ça veut juste dire que bah, j'ai peut-être pas eu l'occasion de montrer ce que je savais faire d'en dessous parce que j'en ai pas eu besoin en compétition. Maintenant, c'est vrai que si bah, demain je décidais de tirer la garde, peut-être que je pourrais faire des belles choses d'en dessous. Quand on regarde Mathieu tourner d'en dessous en nogi, c'est super impressionnant. Et seulement, pour l'instant, ceux qui véhiculent l'image de la lutte à livrer, on les a pas vus faire ce genre de choses. On les a vus avec un style pas forcément à l'ancienne, mais un style plutôt agressif, un style différent, mais qui reflète pas la lutte à livrer dans l'intégralité de la discipline. Ah, mais justement, là, tu vois, la dernière fois, quand on a tourné ensemble, ça faisait au moins 1 an ou plus qu'on n'avait pas tourné ensemble. Et là, il tourne vachement avec Mathieu. Mathieu, qui est un mec du jiu-jitsu. Et franchement, avant, Mehdi, il était vraiment beaucoup au-dessus, genre un peu rentre-dedans. Et là, j'ai trouvé qu'en dessous, mais ça c'était, il était 4 fois plus dangereux. Donc c'est que quelque part, en fait, le style lutte à livrer, il a évolué. Il a évolué peut-être au contact de mecs qui font les deux disciplines et qui ont trouvé la transversalité. Comment ça s'appelle, Oui. Voilà, stabilité des deux sports, voilà. Je pense, hein. C'était ça. Et du coup, au final, ça fait que le sport, il continue, justement, il évolue parce que d'un style où on est au-dessus, l'idée c'est de pas coller son dos au sol. Tu te retrouves avec un style lutte à livrer où tu peux commencer le dos au sol. Et moi, franchement, c'est pour ça aussi que j'ai un style un peu bizarre. C'est vraiment le jiu-jitsu qui m'a fait prendre des risques et puis travailler différemment, mais je sais que ça marche. Et franchement, je sais que Mehdi, la dernière fois que j'ai tourné avec lui, en dessous, il était aussi fort qu'au-dessus, alors qu'avant, il était tout le temps au-dessus. Et donc du coup, c'est que son sport, enfin son approche, elle a évolué, et qu'au final, l'approche de ses élèves va évoluer, et puis on va dire, ça va évoluer dans le monde entier. On va dire, nous, on est une petite... C'est une question de temps. Ouais, c'est ça, hein. Une petite, on va dire une petite comment ça s'appelle, Petit représentant. Voilà, on est des petits représentants, et puis si ça avance chez nous, je pense que ça avance chez les autres aussi, quoi. Donc Après, comme on a dit aussi, c'est une question de médiatisation, c'est-à-dire que le JB est déjà beaucoup plus médiatisé, il y a beaucoup plus de clubs, donc voilà. On est beaucoup plus beau dans le jiu-jitsu Vous brésilien. êtes beaucoup plus beau aussi. C'est vrai. Beaucoup plus fashion aussi. C'est vrai. Non mais alors là pour le coup tu dis ça en rigolant, mais c'est vrai. Le jiu-jitsu brésilien c'est quand même vachement plus fashion. Rien qui sort des patchs, enfin tu vois. Ouais, puis on est plus beaux gosses, on a des plus beaux vêtements, des hoodies. Ouais, bon, celui qui va être beau gosse aussi en nogi, voilà, il va s'acheter un beau rash guard, un beau short, et puis voilà, il ira faire son cinéma. Nous, on n'est pas là pour ça. Ouais c'est clair, ça on le sent bien. cité torse-poil. Pas besoin de fioritures et de costumes. Il faut pas oublier qu'à la base, la luta, peut-être que c'est pour ça que c'est pas aussi médiatisé, ça va venir, c'est que c'est le sport du pauvre au Brésil. Ouais. À la base, c'était à quelque chose près, hein, je fais pas... Alors Flavio Santiago, Peroba, n'est pas complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire Là tu fais par Ah rapport- ouais, ouais. Alors il en parlera parce qu'on va l'accueillir, voilà, mais il est pas complètement d'accord avec toi sur ce point-là. Alors sur quoi? Parce que j'ai Sur encore rien dit. T'as dit que c'était le sport du pauvre. Non, à la base. je Maintenant, le dis. non, on regarde, il enseigne à Monaco. Donc Mais non, il parle même de base. Tu dis là et tu dis que là Bah, c'est un sport de l'histoire pauvre. de Il n'est pas Lutte complètement d'accord l'histoire, avec c'est ça. qu'à la base, il y avait le jiu-jitsu brésilien qui était très cher au Brésil. Il fallait s'acheter un kimono en plus de ça, ce qui était très cher aussi. T'avais énormément de mecs qui voulaient pratiquer mais qui n'avaient pas les moyens. Et à partir de là, ils ont foutu un bas de kim ou un short et ils ont fait de la lutte à peu près la même chose en tirant ces racines de la lutte. Et ça a donné la lutte à livrer. Donc à la base, voilà, c'est quand même les mecs qui peut-être même qui voulaient faire du jiu-jitsu, qui n'en ont pas eu l'occasion et qui se sont tournés vers la luta parce qu'il n'y avait pas de kimono à avoir, parce que peut-être c'était moins cher, plus facile à pratiquer. Ok, Donc, c'est pour on ça a qu'en ta termes de version à toi. C'est pour ça qu'en On termes de verra, on médiatisation, vérifiera. peut-être qu'on est un petit peu en retard aussi.
C'est la version que j'ai aussi. C'était vraiment le sport des chiens de la casse. Et puis à côté, t'avais l'aristocratie qui pouvait se payer des kimonos. Bah, peut-être que c'est une légende. En fait. Non, moi c'est l'histoire comme ça enfin, que j'ai appris le truc à peu près comme ça. Et même la clé de cheville aussi, pourquoi on appelle la clé de cheville la clé du pauvre? Bah, c'est parce que, comme tu disais tout à l'heure, les clés de talon, clés de cheville, enfin tout ça en jiu-jitsu, c'est à partir de la marron ou la noire, je crois. Alors que nous, dès le début, ça va intégrer notre jeu. Et donc, quand on met une clé de cheville, on appelle ça la clé du pauvre, parce que c'est vrai que c'est plutôt les mecs de la Luta qui mettaient des clés de cheville à l'époque. La suite, bientôt dans Castagne FM, vous aurez la version d'un vrai lutador du Brésil. T'as dit d'un vrai. Ah, regarde-les les deux là, ils sont mignons Lutador comme de tout, France, c'est des attends. vrais lutadors. Tant que le micro est ouvert, je risque rien, j'en profite. Enfin bon, après, si je dis de la merde aussi, c'est pas top pour lui non plus, parce que c'est mon entraîneur, quoi. Donc, Ton maestre. Qui a amené la lutte à livrer en France? pour moi, c'est Flavio qui a emmené la lutte à livrer en France. Personne d'autre a... Non, Merde, comment il s'appelle Ça va être chaud de vous aider là. Ouais, là, attends, vraiment, je vais le retrouver, mais là, je l'ai pas. Bon, en tout cas, Flavio est un précurseur de la lutte à livrer en Il a France. ramené la lutte à livrer en Très France. clairement, voilà, moi quand j'ai voulu débuter, je regardais dans les magazines, tout ce qui parlait de lutte à livrer, c'était l'équipe de Flavio Peroba, quoi. C'était pas une autre équipe. Ok, d'accord, c'est lui. Je m'en rappelle plus. On verra. Je pense que c'est Bocao, non? Bah, il me semble que c'était à peu près la même période. C'était la même Sauf que lui, il époque. est pas resté en France. Non, pas longtemps. Il mais, est reparti. ouais. Après, voilà, Flavio, c'est vraiment le précurseur Ouais, qui a c'est- emmené la lutte Il à a livrer en implanté France. en fait. Il a implanté Ok. en France et qui aujourd'hui est encore là à enseigner en Carrément, France carrément. et à Monaco. Donc voilà, c'est un Ouais, exemple ouais, clairement Ouais, en ce carrément. qui concerne la lutte à livrer. Et en parlant d'implantation, Sam, toi t'es content du district aujourd'hui? District, ouais. Parce que tu t'es bien par rapport à ça. implanté maintenant, ça y est. Bah écoute, franchement, ouais, non, je suis content. Après, Alors juste quand même pour dire, district que tu tiens, parce qu'on a tout à l'heure on rigolait avec ça, mais le côté big boss, vous êtes vraiment deux. Ouais. Vous avez monté ça à 3 à la base. ouais, Donc avec, mon ancien associé, voilà. ouais, avec qui on a splitté il y a Voilà, un il y a an. un Lui, an. il est parti faire son truc de son côté. D'accord. Il voulait vraiment rester sur du jiu-jitsu brésilien. D'accord. Et moi, vraiment, je voulais. Donc, José qui a monté le B9 dans Paris. Ouais, Et vous êtes resté donc avec le district, avec donc ta femme, Jenny. ouais. Et vous avez continué, vous, avec uniquement le district. Bah voilà, ouais, du coup, au final, on est restés tous les deux. Et on va dire, là, c'est intégré à 100% dans le Carrément. truc. Ah, on donc, peut dire qu'elle est même franchement à 100% dans le district. Ouais, non, c'est clair, maintenant on le tient tous les deux, et puis voilà, on s'organise pour le faire fonctionner. Ça se passe bien. Bon, après, travailler en famille, bon, il y a ce haut et ses bas, mais dans l'ensemble, si tu veux, et puis ce qu'il y a, c'est que mine de rien, travailler, s'entraîner, faire de la compétition, tu vois, ça fait beaucoup de choses à gérer en fin de compte. Et heureusement, mine de rien, qu'elle est là pour aussi bien m'assister en compète que dans le club, parce que c'est compliqué tout seul, hein. Franchement, à gérer, tu as toujours 36 milliards de trucs à faire. Bref, c'est super technique. Donc pour l'instant, ouais, on est content. Le truc, il fonctionne. C'est top. On n'en vit pas, pas non plus pour le moment. Moi, je fais toujours mes coachings et j'ai ma clientèle. Mais au moins, si tu veux, le truc, il fonctionne. Voilà, ça fait 3 ans, on paye le loyer, on paye les coachs, on paye les charges, et puis ça, moi, comme on disait tout à l'heure, c'est surtout le cadre de vie, tu vois. Je suis là-bas, donc je suis avec ma femme, mon gamin, il traîne tout le temps sur les tatamis. C'est une très belle salle, franchement, soyons clairs, c'est une belle salle, il y a une cage, il y a un tatami, enfin il y a de l'espace, c'est cool quand même. Ouais, la salle est stylée, franchement. Tu vois, la cage, c'est une grosse cage officielle. On a quand même 3 espaces, on peut faire fonctionner 3 cours en même temps. On a réussi à pas mal optimiser et j'ai l'impression que le retour des adhérents, il est quand même assez positif. Les gens, ils sont assez contents d'être là-bas. Franchement, au niveau et pareil, au niveau des résultats, on a 2-3 mecs comme des Gizmo, des petits Adam qui commencent à faire du résultat en compète, qui vont au charbon tous les week-ends. Moi, ça me fait kiffer parce que déjà de pouvoir transmettre ça
c'est top. Et puis de pouvoir en vivre, entre parenthèses, mais en tout cas au moins de pouvoir vivre dans ce contexte-là, c'est top. Franchement, je suis super content de ça, quoi. C'est vrai que c'est vraiment une belle salle en plus, mais moi je prends vraiment du plaisir à y aller à chaque fois. C'est une super salle. C'est pas ton truc, toi, Mehdi, d'ouvrir un truc comme ça, un grand truc un Non, grand pour complexe, parce qu'on l'instant, peut parler d'un c'est- complexe, hein, pour le coup, vu tous les cours que tu. C'est Que pas tu- en projet pour l'instant, non, mais ouais, c'est vrai qu'après c'est vraiment une super salle. Je crois que c'est la plus belle salle dans Paris, quoi, clairement. Bah, si tu veux. Je sais pas qu'est-ce qu'on aurait vu de plus beau, Jérémy, parce que nous on en a vu quelques-unes quand même. Bah, en tout cas, clairement, bon, alors après, l'emplacement géographique, mettons ça de côté, c'est de loin la plus complète, quoi. Enfin, des endroits où il y a des boxing bags, où il y a les cages, où il y a deux aires de combat pour le sol, je parle, un circuit cross-training. Ouais. Enfin. En fait, moi, ce qui me fait Ouais. kiffer là, dans cette salle, c'est vraiment de réussir à allier tout ça. Parce que tu as vraiment une partie, si tu veux, on décline en deux abonnements. Soit tu fais des sports de combat, soit tu fais le cross-training et le yoga. Donc, on va dire c'est plus le bien-être. Mais ceci dit, tu vois, c'est complémentaire. Parce que si tu fais tes sports de combat, en général, il faut que tu fasses tes prépas physiques. Donc là, du coup, c'est adapté. Et après, tu peux faire le full, tu vois, qui te permet de tout faire. Et moi, dans ma tête, ça fait des années que le projet il mûrit, bah, justement grâce si tu veux, le fait d'être allé un petit peu à droite à gauche, voir ce qui se fait aux États-Unis, tout ça. Des salles comme ça, il y en a plein. Tu vas voir une Black House, tu vas voir une. Bon, après, tu as des trucs plus énormes comme les Tapo Gym, les UFC Gym ou quoi. Mais bon, bref, moi j'avais envie de faire un petit truc, tu vois, une échelle humaine. Pouvoir vraiment véhiculer des valeurs, que ce soit des valeurs, on va dire. De sportifs comme je sais pas moi l'entente, le respect, enfin toutes ces choses là, transmettre quelque chose on va dire de plus pas ésotérique, mais si tu veux quelque chose De de mystique. non C'est une secte, hein. Le Ouais, district est ouais, une sorte voilà, de secte. non Gloire au district. on peut dire ça. Non, mais après, parce que tu vois, moi, je suis vachement aussi axé sur tout ce qui est prépa mentale, des choses comme ça. Et pouvoir transmettre ça aussi. Donc ça, c'est un lieu où vraiment les gens ils peuvent réussir à allier le corps et l'esprit et à prendre conscience de pas mal de choses. Tu vois, rien que le yoga ou quoi, c'est des trucs que tu vas... quand je vois des mecs, là, des bagarreurs, tu vois, qui n'ont jamais eu d'approche, on va dire, psychologique ou ouais, spirituelle ou quoi, et qui vont faire du yoga et qui vont faire, je sais pas moi, un peu de méditation, un peu de respiration et qui ressortent et qui me disent putain, mais en fait, le truc, je sens qu'il s'est passé quelque chose. Bah, moi, j'ai tout gagné, tu vois. Je me dis, l'ouverture d'esprit, elle est super intéressante. Et en plus, c'est au niveau social, tu vois, on a vraiment toutes les catégories sociales dans cette salle. On n'a jamais eu une embrouille ou n'importe quoi. Ça a jamais bégayé. Tout le monde s'entend bien. On a des nanas, tu vois, on a des gens donc en loisirs, des compétiteurs. C'est vraiment l'alchimie, elle se fait, enfin elle s'est faite et elle continue de se faire. Et donc ça c'est vraiment super intéressant. Il y a une âme dans cette salle, tu vois. Après j'ai pas envie de dénigrer ou quoi, mais si tu vas dans une salle, je sais pas moi, un fitness park ou quoi, sans vouloir être, c'est pas la même chose. Les gens, voilà, Ouais. les gens se calculent pas. Là, tout le monde se connaît. Tu vois, moi, je connais, il y a peut-être 300 adhérents, je les connais tous, je connais le nom de chacun. Et c'est pas, je le fais pas pour le business, enfin, pour le côté business, mais j'y mets vraiment du cœur, tu vois. Pour moi, c'est naturel. Les gens, je m'entends bien avec tout le monde. Non, top. Franchement, nickel. C'est vrai, hein, ça je peux témoigner, c'est vrai. C'est vrai que je me rappelle en 2015, quand on était dans l'avion, tu disais que dès qu'on rentrait, tu te mettais sur le projet d'ouvrir la salle. Ouais. Et j'avais pas pensé que ça deviendrait un si gros truc, quoi. Parce que ça a été rapide finalement, t'as ouvert en 2016. 2015. En fait, on avait fait avec Mehdi, on était Ça en a été équipe de hyper France. rapide de ton idée de le réaliser à le réaliser. Non, franchement, ça a été quand même long, tu vois. Genre, je sais avec José, moi j'avais mon projet perso. Avec mes moyens, j'avais pas non plus énormément de sous, tu vois, mine de rien. Un truc comme ça te coûte. T'as vite fait d'y laisser des plumes.
Et du coup, j'avais un petit budget et je cherchais un petit endroit dans Paris. J'avais une grosse clientèle aussi de coaching. Et donc, où je pouvais donner mes cours de jiu-jitsu. Voilà, toi, il y avait de ça un peu aussi. Tu voulais réunir ton activité principale à la base, à l'époque, qui était le coaching, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois, ouais. Et vraiment, axer, développer le coaching et vraiment les amener sur une prépa physique plus qu'un coaching où je vais prendre tu vois, de la masse musculaire ou quoi. Mais l'idée, c'était vraiment de se sentir bien dans son corps et d'avoir un corps disponible. Ouais, d'en faire quelque chose, en fait. C'est ça, je suis là, machin, j'ai besoin de courir, monter des escaliers, mon corps, il est préparé pour, tu vois. J'ai pas besoin d'être super balèze, mais au moins entraîné. Donc, et ça peut convenir à un public, à tout le monde, si tu veux. Donc, c'était ça, en fait, la philosophie. Et puis, plus les sports de combat. Et puis, plus, tu vois, mélanger un peu le tout. Que les gens qui, je sais pas, moi, ça peut être, on va dire, des bobos, pour parler, on va dire, vulgairement ou quoi, qui veulent se mettre au sport, et bah, les faire, on va dire, les amener petit à petit sur du combat ou sur de la boxe. Qui est arrivé, ça ? Et bah, grave, ouais. Franchement, ouais. C'est cool, ça c'est marrant quand même. Ça c'est marrant, ouais. Tu vois, j'avais senti qu'au niveau de tout ce qui était sport de percussion, tu sais, il y avait un gros engouement sur la boxe anglaise par exemple ou quoi. Et je m'étais dit là, il y a un truc à faire. C'est à un moment donné, ça va toucher toute la population. Donc et toutes les catégories sociales et même les gens super aisés, ils ont envie de se chafouiner un petit peu, tu vois. Donc il fallait leur proposer ça. Et si tu veux, moi, à la base, mon projet initial, c'était dans un petit lieu dans Paris, parce que je cherchais Paris, vraiment, de pouvoir proposer ce truc-là. Et puis, au contact de mon ancien associé, lui, il pouvait avoir des endroits un peu plus grands. Donc, on cherchait, machin. On a eu plusieurs projets qui ont capoté, enfin, plusieurs endroits qui ont un peu foiré. Et par hasard, on a trouvé le propriétaire de la salle, là, qui nous loue les lieux. Et puis on s'est dit, bah ouais, mais là franchement on peut la faire ici, cette salle. Et en fait, moi j'habitais Montreuil en plus. C'est une ville vraiment qui est assez particulière. Il y a une grosse mixité sociale, tout ça. Et je me suis dit, bon, là franchement je pense que c'est le lieu, même si on est un peu excentré de Paris, même si ça va pas être évident de faire, de ramener les gens, minutes, et ben on va commencer à taper local et puis voir si on peut réussir à faire quelque chose. Au final, ça l'a fait. Aujourd'hui, t'es content? Ouais, franchement, super. Oh, non, aujourd'hui, c'est vraiment... déjà, c'est super enrichissant comme expérience. C'est satisfaisant aussi de voir que j'ai mis vraiment toutes mes économies là-dedans. J'ai mis 3 ans. Ça m'a coûté du temps, une blessure, de la fatigue, des nuits blanches, des milliers de nuits blanches, du stress de ouf. Bon, vous avez compris, hein. Allez vous entraîner chez Samuel Petit, il l'a mérité, hein. Je crois qu'il va aller tourner chez lui. Franchement, de toute façon, je pense que quand tu montes un projet quel qu'il soit, même pour vous, tu vois, je parle pour moi. C'est ce que nous racontait Atom aussi la dernière fois. Bah ouais, t'es obligé de mettre du jus, tu peux pas y aller qu'à moitié. Et donc les heures, bah tu les comptes pas. Ce que tu vas récupérer, l'oseille concrètement que tu sais pas. Donc là pour l'instant tu fais des trucs et tu sais pas si ça va retomber ou comment ça va retomber. C'est là où le plus heureux exactement d'entre ça te donne envie, Mehdi, hein, t'es bien là. Non, mais vous devriez voir Mehdi qui est donc allongé sur le canapé, il tient juste le micro, il s'en fout, il dit les 3 cons avec moi, voilà, qui ont monté leur business, moi je suis tranquille, je suis prof. Mehdi, explique-nous, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ce qui est cool, ce qui est sympa dans mon cas, c'est que, voilà, par exemple, Sam, demain, il va donner un cours, il va y avoir 3 pèlerins à son cours. Putain, c'est le stress tout de suite. Mais c'est ça. Et alors moi, que demain, j'arrive, c'est pas le cas, ça va, c'est jamais le cas. On a aussi pas mal de monde. J'ai quand même beaucoup de monde au KFBC. Mais si demain, j'arrive et qu'il y a 3 mecs à mon cours, bah, je suis relax, quoi. Voilà, ce qui est 3 personnes, 20, 30 personnes, c'est exactement la même chose pour moi. Et c'est vrai que c'est ce petit côté aussi que j'apprécie, quoi. Je travaille vraiment sans pression. Ça, franchement, c'est une chance. C'est beau. Mais tu sais, moi, genre, il y a 3 ans, je faisais mon coaching. Je faisais mon coaching perso. J'avais mes 20 heures par semaine mes 20 coachings. Putain, je gagnais super bien ma vie.
puis j'étais pas trop stressé par le taf. Et là, je me dis, au final, je suis super stressé. Je me dis, s'il y a un mec qui se claque, si, tu vois, genre, il peut se passer 1 milliard de trucs. Et t'es tout le temps en train de penser à tout ce qui peut se passer. Je gagne pas de sous, j'ai mis toutes mes économies. Tu vois, c'est. Pourquoi je le fais? En fait, je me dis, Je comprends pas. c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, bon, la prise de risque, elle est conséquente. Mais bon, vous connaissez aussi. Et après, bah, tu te dis, bah, peut-être ça va retomber. Ou en tout cas, on va dire, j'ai arrêté de me stresser avec ça. Mais je me dis, je prends ce qui vient. Ça veut dire que dans le quotidien, c'est cool. Les gens sont cool, les gens progressent, les gens sont contents. Je dépense pas plus d'argent non plus. Je suis pas vraiment très matérialiste ni rien. Et j'ai pas besoin non plus d'argent pour vivre comme disait Mehdi, mais juste ce qu'il faut, tu vois. Et j'ai pas besoin de rouler en Ferrari ou quoi que ce soit. Je m'en fous tant que je remplis mon frigo et que mon gamin il est content, c'est cool. Mais quand même, à un moment donné, tu vois, tu te dis, faut pouvoir en vivre un petit peu. Pour l'instant, c'est Au moins retour sur sacrifice. c'est ça. Au moins retour sur sacrifice. Voilà, ou au moins, exactement, au moins un retour. Je pense que ça viendra. C'est pour ça que je le fais, si tu veux. Mais bon, je suis plus stressé parce que j'arrive à payer ce que j'ai à payer. Et parce que je vois quand même que c'est bénéfique pour certaines personnes. J'ai vu des transformations physiques, j'ai vu, je te dis, des progressions, des tout petits. Là, tu vois, ça fait 3 ans, mine de rien. Et j'ai ouvert tout de suite une section de petits. Ça veut dire que les petits qui avaient 7 ans, ils ont 10 ans maintenant. Et donc, chez un petit comme ça, tu vois sa marge de progression, laisse tomber, quoi. C'est 4 fois plus... genre, ça progresse 4 fois plus vite que chez un adulte, par exemple, ou quoi. T'as les enfants, toi, Mehdi? Non, tu fais pas les enfants. Non, que les adultes. C'est en projet, on est en train de voir. Mais pour Même en l'instant, lutte livrée. Ouais, que les Ok. adultes pour l'instant. Ok, Il y a les enfants au club pour la boxe ou ça, mais pas de lutte pour eux. D'accord. Ça, faut faire. Hein. Pour conclure, les gars, vos dernières échéances et les prochaines à arriver. Bah, moi, là, il y a Les quoi. dernières, c'était quoi? T'avais combattu. Ah, ben non, remarque, toi, t'as été blessé là pendant un an. Donc la Ouais. dernière, en fait, c'était le G1. Ouais, Oui, mais juste. Oui, enfin, roll-up, voilà, exactement. Ouais. ouais, en fait, moi, j'ai fait le G1 l'année dernière. L'année dernière, franchement, ça s'est bien passé. Hein. J'ai gagné le jeu JJB, le G1, le JIC. En fait, j'ai fait plein de tout. Bah, après, pareil, question financière, je peux pas me permettre d'aller faire les grosses compètes à droite à gauche. Et puis, vu que je suis au club tout le temps, dès que je pars 2 jours, tu vois, j'ai juste un jour de repos par semaine. Donc, dès que je pars 2 jours, faut que je m'organise, c'est compliqué. Mais en tout cas, j'ai rodé toutes les compètes en France et ça s'est pas trop mal passé. Et putain, 2 jours après le G1 l'année dernière en avril, je me fais une rupture du tendon d'Achille. Je voulais combattre en MMA, donc je préparais un truc. Et en fait, je pense que bon, il y a eu de la fatigue, peut-être il y a eu un peu de rhum aussi là-dessus. Bref, Un peu d'âge. ouais, un peu d'âge, 35 ans. Le médecin il m'a dit, bah c'est à 35 ans que ça pète un tendon d'Achille. Donc c'est exactement, je suis pile poil dans la tranche. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment une blessure de merde et j'ai eu une grosse convalescence, déjà 2 mois de botte et puis après faut que tu récupères ton élasticité, faut revenir. enfin bon bref, et puis après la confiance aussi, rien que de marcher au début c'est tout un délire. Donc j'ai mis un peu le temps là, et puis en plus j'ai eu une petite récidive, j'ai eu pas mal de petites adhérences qui ont pété, enfin bon bref, je peux pas raconter ma life. Mais grosse appréhension pour revenir à la compète. J'avais vraiment l'envie, tu vois. Moi, je me dis, j'ai 35 ans. Peut-être je vais pouvoir performer encore 2-3 ans si je suis bien. Mais j'ai mal partout. J'ai un genou... Enfin, mes 2 genoux sont en vrac. Ne dis rien. Faut rien Ah oui, dire. Ne rien dire du tout, t'es sérieux? Ouais. J'ai mal partout, mais ça fait des années. Je suis une merde, je m'en fais plus. Ça, c'est cassé. Je fais du volet. Ouais, c'est Y a ça, rien mais qui c'est mes va, années quoi. de volet qui m'ont Ça doit tapassé les détruire. genoux. Non, mais c'est dur de revenir après une blessure comme ça, tu vois. Donc, en plus, le G1, ça s'était super bien passé. Et j'avais réussi à trouver un flow. Et justement, à allier ces deux sports, Jiu-Jitsu, lutte à livrer, et à pouvoir m'exprimer, prendre du plaisir, être décontracté, serein, tout ça, machin. Et pouf, je me blesse à ce moment-là. Donc là, du coup, le retour est un peu compliqué. Et j'ai recommencé par le roll-up il y a quelques semaines. Où là, je prends Nicolas Blumenthal. Et c'était sur un combat de 10 minutes à la soumission.
Et bah, ça se passe pas trop mal, tu vois. J'avais quand même l'appréhension de retourner en Vous étiez compète. venu en nombre quand même. Le district, c'est vous qui avez mis le Ouais. plus l'ambiance, je crois. Non mais franchement, moi, et tu vois, ça c'est encore un truc pareil qui me fait halluciner, c'est vraiment l'engouement, tu vois, des gens, les mecs qui sont... Dès qu'il y a un gars qui va combattre, il y a toujours au moins 5-6 mecs qui vont le suivre. Et là, moi, quand c'était moi, tu vois, tout le monde me disait, bah alors c'est quand que tu combats, c'est quand que tu combats. Et rien que ça me mettait déjà l'appréhension. Ouais, mais moi, j'aime pas trop. J'aime pas trop, tu vois, genre quand je vais faire ma compète, d'habitude, depuis des années, j'allais faire ma compète, je disais rien à personne, hop, je gagne, je perds, ou j'en sais rien, bon... mais là, Enfin là, le roll-up, c'est quand même très particulier. Tu savais que ça finirait comme ça. Enfin, c'était logique. Ouais, c'est sous ouais. les feux des projecteurs, c'est vraiment. ça, tu vois. ouais, c'est un peu le côté gala, machin. Ouais, mais c'est vrai que ça s'est très bien passé. C'était Mais un très c'était- chouette- ouais, c'était un combat hyper. C'était attrayant. C'était un vrai combat intéressant. Divertissant. Exactement. Ouais, ouais, voilà. C'était Ouais. cool. Je C'était sais cool. je sais que lui, je l'avais déjà affronté. Je sais que c'est un mec qui bouge bien et tout. Et que, bah, nos deux styles, si tu veux, je sais que ça allait donner quelque chose Ouais, d'assez ouais, c'était très dynamique. Et donc, je pense que c'est un peu aussi pour ça que les gens viennent voir ce genre d'événement, quoi. Et ta prochaine échéance, alors, t'as quelque chose de Et prévu donc, déjà du ou... coup, bah ouais, il y a l'ASF. C'est un truc de soumission. C'est organisé par c'est William et Hatch, je crois, qui font ça. Et je tombe sur l'âme. Un gars que j'avais déjà combattu au jeu JJB il y a l'année dernière, je crois d'ailleurs. Ouais, l'année dernière, en kimono. Et là, je tombe sur lui en grappling. Donc, Ok. ouais. Et c'est dans combien... Enfin, tu sais la date? C'est le... Ouais, c'est le 28 avril, je crois. 28 Donc, avril. mais après, ouais, il y a le G1 la journée, il y a l'ASF le soir, et le lendemain, il y a VLB. Et moi, je voulais absolument faire le G1 parce que je me dis, putain, l'année dernière, je me suis blessé après. Ouais, fais attention quand même. Genre, ouais. N'oublie pas le rhum. Ouais, non, mais là, franchement, je Les, fais 100 rhum. les 35 ans aussi. Ouais, bah, Voilà. 36. 36 presque. maintenant, Ouais. c'est ça, ouais. Donc, non, donc, après, j'ai vu qu'il y avait une ceinture, il y avait un petit peu de sous à gagner, machin et tout. Bon, c'est vrai que ça donne un peu envie. Donc, je vais voir. Franchement, le G1, peut-être pas sûr, mais la SF sûr. Et puis le VLB, il y a des chances aussi. Ouais, c'est des bonnes petites compétitions, quoi. Bon, et vas-y, Mehdi, raconte-nous, toi, alors. Tes dernières compétitions, et quelle est la prochaine? Dernière compétition, j'ai fait un truc en Belgique. C'était un championnat d'Europe d'une fédération américaine. C'était il y a pas très longtemps, il y a quoi, 5 mois peut-être, un truc comme ça. Et c'était une de mes dernières échéances. Ça s'était bien passé pour moi, j'avais gagné. Ensuite, j'ai recombattu en France. Et là, j'ai quand même eu un petit déclic. J'ai combattu à la Supreme League, où bon, j'ai été prévenu vraiment au dernier moment en remplacement. Donc j'ai vraiment galéré à Parce que faire t'étais mon même pas poids. dans ta. Parce que ça fonctionne en équipe. Ouais, c'est ça. Et c'était pas ton équipe parce que Des t'étais gens que avec je connais Evoluta. très bien, Voilà, exactement. voilà, C'était c'est un pote, mais ancien c'était partenaire avec. d'entraînement, Fabien. On a gardé de bons contacts. Et donc voilà, je suis descendu. J'ai vraiment perdu du poids. J'ai été un peu sans prépa, un peu blessé à l'adducteur. Et résultat, j'ai pas gagné. Contre des mecs. Bon, après, on a fait quand même des petits combats sympas. On avait fait un combat qui était vraiment, vraiment cool. J'ai perdu 2-1. Mais c'est un combat, je pense que j'aurais pas dû perdre. C'est un adversaire que je connaissais, que j'avais déjà finalisé 2 fois auparavant. Bon, qui a évolué, bien sûr. Hein, il a été chercher la victoire, il n'y a rien à dire. Et voilà, la perte de poids, elle était vraiment, vraiment difficile. Pas de prépa, parce que honnêtement, je pense qu'en France, à 77, j'ai affronté tout le monde. Enfin, j'ai combattu en France toutes les têtes à 77 kilos. Et honnêtement, se repréparer pour un combat contre un gars que tu as déjà affronté une fois ou 2 fois, ou un gars, c'est chiant. Tu affrontes toujours les mêmes personnes. Donc là, j'ai pris la décision de ne plus combattre en France. Pour le moment, du moins. Peut-être qu'à un moment, ça va me manquer et je vais revenir dans les compétitions sur Paris. Pour l'instant, j'en Ah ouais, donc ressens- là, t'es en train de nous dire qu'en fait, là, donc t'as quelque part pas de prochaines échéances. Si, T'as si. t'as envie de te laisser un peu tranquillou. Non, justement, là, avec la perte de poids, tout ça pour dire, ouais, je me suis encore plus blessé l'adducteur, j'ai une pubalgie, qui fait que j'étais hors compétition et hors entraînement même, tout court, j'ai pas pu m'entraîner. Et là, je commence à aller mieux, à reprendre. Donc je commence vraiment à me repréparer. Et peut-être qu'entre-temps, il y aura quelque chose. Mais là, je me prépare en tout cas pour les qualifs ADCC le 6 octobre, qui seront en Pologne.
Et Ah ouais. voilà, donc là c'est vraiment C'est l'échéance. tout ou rien là. Ouais, là c'est. C'est l'échéance qui me motive en fait. Ça me motive parce qu'en France, même avec Sam, je pense que c'est pareil. Et Viens faire du jiu-jitsu un peu, mets un kimono et viens t'amuser. pourquoi pas. Mais Tu voilà, seras bon en en ceinture France, blanche. à 77 Attention, kilos. tu n'as pas le droit de tirer la garde et tu n'as pas le droit aux clés de... Mais c'est vrai, hein. Non, Et t'as le droit les de clés tirer là, t'as pas le droit de Ah te non, non. jeter dans la garde. Ouais, enfin c'est la même chose. Mais je ressens pas le besoin de tirer Jump la guard, garde. c'est pas pareil. Je ressens pas besoin de tirer la garde, moi, les gars. Ok, d'accord. Et les clés de cheville que dans l'axe. Et les clés de cheville que D'accord, dans ça l'axe. va. Ah, il reste les guillotines. T'oublies les compressions, les clés de genoux, tout ça, hein, ça va. Tu vas kiffer. On oublie tout ça. Non, mais voilà, Trop pourquoi fun. pas, ouais, me mettre au JB, mais vraiment, ce serait vraiment du loisir. Après, qui sait, peut-être que je vais prendre goût, je vais évoluer, j'aurais besoin de me tester en tant que compétiteur. Mais là, clairement, j'ai plus la motivation de me préparer pour aller affronter un mec que j'ai déjà affronté ou c'est toujours les mêmes têtes dans le circuit français. Il y a des gens que j'ai affrontés 4 fois, 5 fois. Il y a un moment, t'arrives plus à trouver la motivation. T'as plus le fun. Voilà. Plus le fun. Parce que c'est vrai, hein, il faut du fun, sinon. Donc là, je me suis rétabli, je recommence à me préparer, à bien me réentraîner, et je me dis que les qualifs ADCC, c'est quand même une compétition sympa, et voilà, je pense que j'ai 2 bras, 2 jambes comme tout le monde, et je peux aller les chercher. Donc je serai là-bas le 6 octobre. Top. C'est beau. Et bah écoutez, merci beaucoup les gars pour ce moment passé avec nous. Merci à vous. On a Bah, bien rigolé. top, ouais, c'était cool. Ouais, On a appris beaucoup de choses. J'ai un petit peu dévoilé. J'espère que vous avez passé un bon moment aussi. Avec Serge. Voilà. Et puis on vous dit à bientôt. Salut les loulous, merci beaucoup. Allez, ciao, Ciao, merci ciao. à vous. Merci À beaucoup. bientôt, salut.